Merci à tous les Patreons qui supportent le podcast, c'est super apprécié. Et merci à la Patreon mécène Catherine Gagné. Vous pouvez aller suivre ses entraînements de renforcement musculaire pour les coureurs sur sa page Facebook CGKIN. Finalement, un petit rappel, je suis organisateur des Lapins et des Élites pour le demi-marathon Mont-Tremblant et j'ai un code promo pour ceux qui ne vont dans aucune de ces deux catégories, Monde de la course, tout en majuscule, Monde de la course, tout collé. Donc, venez au demi-marathon Mont-Tremblant, 14 août. Vous pouvez faire le demi, le 10, le 5. Le 10 est très rapide, c'est une descente nette, donc c'est bon pour faire des temps rapides. Le demi aussi est une descente nette, c'est sûr qu'il y a des côtes dedans, mais c'est un super beau parcours, super belle organisation. Et c'est ça, c'est 7% de rabais que ça vous donne le code promo, et moi je touche 8%. Donc, une autre façon d'encourager le podcast. C'est ça, si vous voulez aussi être lapin, n'hésitez pas à aller remplir le formulaire. Je l'ai partagé déjà sur la page du Monde de la course. Et si vous voulez être élite, si vous atteignez les standards, allez-y. Les standards sont quand même atteignables par certaines personnes, très rapides. Mais vous pouvez voir, allez vérifier si vous les faites. Si vous les faites sur n'importe quelle distance du 5 au marathon, vous pouvez avoir une entrée gratuite pour le 5, le 10 ou le demi-marathon. Donc, sur ce, bonne écoute. Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Olivier Desmeules, qui est, on l'a mentionné dans le dernier épisode qui vient de sortir, l'athlète du mois de juin de la FQA. Donc, ni plus ni moins. On l'avait déjà cédulé, c'est pas parce qu'il l'a eu là que l'on s'est pitché comme des rapaces sur lui, mais on peut dire qu'on est quand même content de notre sélection et que c'est quand même, on n'a pas choisi n'importe qui, vous pouvez le voir, vous avez la preuve automatiquement là. Pourquoi est-ce qu'il a été l'athlète du mois de juin de la FQA? Notamment parce qu'il a remporté la médaille de bronze au championnat canadien d'athlétisme senior, un temps de 1,47 et combien de centièmes? J'ai ça devant mes yeux. 11. 1,47,11 à Langley. Toute une performance. Puis, t'es quand même pas très vieux. T'as 22 ans selon IAF. Est-ce que c'est selon World Athletics? Donc, à seulement 22 ans, on peut voir ta date de naissance même. Wow, c'est vraiment intrusif dans la vie personnelle. Oui. Mais bon, c'est très le fun pour nous. C'est ça, 1,47,11 à seulement 22 ans. Et c'est ça, j'imagine que tu étais le plus... Est-ce que tu étais le plus jeune athlète sur le podium à cette compétition ou il y avait d'autres plus jeunes encore? Sur le podium, je pense que oui. Par contre, dans la course, c'est une bonne question. Je sais que Marco Arup, il doit avoir 24, je pense qu'il a 24 ans, puis McBride, un petit peu plus vieux, 27 ou 28. Oui, donc le plus jeune dans sa course, très probablement, puis bon, terminer sur le podium. Un podium quand même aux 800 mètres canadiens, c'est pas facile à aller chercher, une belle médaille de bronze. Et aussi un beau record personnel, une 47,11 si on regarde en score World Athletics, c'est 1110 points. Ça fait beaucoup de points, ça. Sans plus tarder, je vais te demander la question que je pose à tous les athlètes que je reçois pour une première fois. C'est-à-dire, Olivier, comment es-tu entré dans le monde de la course? Aussi loin que je peux me rappeler, ma première course, dans le fond, sûrement que tu connais le 5 km de l'Université Laval. Oui. Moi, j'étais encore trop jeune à l'époque pour faire un 5 km. J'ai commencé avec les 1 km sur route que je faisais avec mon père. Dans le fond, mon père, lui, c'est un coureur de demi-marathon. Il faisait ça pour le plaisir. Puis, c'était ma première course. Je pense que j'ai fait un 1 km là-bas. Puis, malheureusement, ma première course, j'ai tombé après, je pense, 50 mètres. Je me souviens plus exactement pourquoi. Je pense que je m'étais fait pousser au départ ou... il me semble que j'ai une vidéo de ça. Mais en tout cas, ma première course, ça a été un échec. C'est rough, les courses quand t'es jeune, coudonc. Oui, vraiment. Ouais, il me semble que j'ai un bon vidéo de ça, mais
Ouais, fait que, première course, 1 km, puis ensuite, je continue avec ça. J'en ai fait pendant 1 ou 2 ans. Puis après ça, je me suis lancé sur les 5 km. Puis j'adorais ça aussi. Jusqu'à temps que je rejoigne le club d'athlétisme de Québec, qui est comme de l'initiation pour les jeunes. Fait que j'ai vraiment touché à toutes les disciplines, lancer du poids, lancer, soit en hauteur. Nomme-les, je les ai vraiment toutes faites. Puis tranquillement, je me suis spécialisé sur le 800. Il y avait 1200 à l'époque, puis 2000 mètres, je pense, pour les. C'est-tu cadet? Je pense que c'est cadet. Puis je pense que à partir de là, j'avais été sélectionné. Je pense que j'avais été le dernier. C'est Sylvain Cloutier qui a été plus tard Oui. un de mes coachs qui avait fait la sélection pour les Jeux du Québec à ce moment-là. Puis j'avais été le dernier sélectionné. Fait que j'avais fait le 800, le 1200, puis le 2000 mètres steeple. Fait que ça continue par là. Puis, Je regardais, vu qu'on parle des courses quand tu étais jeune, je suis sur ton Sportstat présentement. Je oui, regarde une course de 2 km, l'événement demi-marathon international de Québec, donc c'était en mai 2012. Donc, tu avais 12 ans, tu as couru 2 km en 7,47. Fait que ça, c'est 3,53 du pace, 3,53, 3,54. Très respectable. Puis, ouais, et en septembre, un 4,2 en 17,02. Tu avais 12 ans. C'est extrêmement rapide pour l'âge. Attends, il a fait un 5 kg en 17,02? Un 4,2. 4,2 Quand même, en 17,02 à 12 ans. Ouais. Quand même. Je pense que ma première course, j'avais un diplôme chez moi, je pense que c'était genre 5 km en 28 minutes. Puis après ça, j'ai descendu avec les années jusqu'à 17-10. Puis c'est encore mon le premier 5 kilos que je vois là, en 2015, en septembre 2015, le 18,50. Fait que tu avais 15 ans. Okay. Wow! Ouais, ça fait ça. Puis après ça, c'est sûr que ça fait juste diminuer. Oui. Mais quand même intéressant de voir. Donc, tu as commencé quand même des petites courses sur route, les courses pour enfants, si on veut, les 1 km, tout ça. Bon, graduellement un petit peu monté. Mais c'est ça, tu sais, on te connaît en tant qu'athlète de piste, surtout pour tes 800 mètres. Tu fais aussi du 400. Ben, tu avais quand même bien fait sur 400 mètres aussi récemment, si je ne me trompe pas. Puis oui, c'est exactement. Tu as été sélectionné aux Jeux du Canada tout récemment. D'ailleurs, j'ai fait une première petite entrevue avec toi, étant donné que j'interviewais tous ceux qui étaient sélectionnés pour les Jeux du Canada. Donc ouais, 400, 800, peut-être des fois des 1500, mais je pense, c'est ça, on te connaît surtout pour des courtes distances, mais tu as quand même commencé avec, oui, des 1, mais après, tu sais, quand même, tu t'essayais 4,2, 5 kilos. Donc, ben c'est ça. Fait que là, tu courais avec Sylvain Cloutier, tu dis? Ouais, dans le fond, les premiers Jeux du Québec, j'avais commencé à m'entraîner un peu plus sérieusement avec le club d'athlétisme de l'Université Laval. Oui. Fait que dès là, j'avais eu les Jeux du Québec. Fait que la première fois, j'étais bon pour gagner mes vagues, mais sans plus. Puis je commençais à adorer ça. Puis je me suis amélioré avec les années. Je montais les échelons. Puis au début, je me souviens que c'était pas si facile de m'entraîner avec ce club-là. C'était comme, tu venais du club d'athlétisme de Québec, puis lui de l'Université Laval, c'en était un gros. Puis c'était des bons athlètes. Puis là, c'était comme la cour des grands. Puis je me souviens que c'était les trainings, on allait, je pense, aux plaines. Puis les gars qui étaient plus âgés, ils allaient peut-être à, je sais pas, 4,30 au kilo pour le warm-up. Mais tu sais, moi, à ce moment-là, mon PB aux 5 km, c'était, je sais pas, c'était pas mal 4,30 au kilo ou presque. Je faisais mon PV pour y aller. Après ça, on avait un gros workout que j'étais complètement explosé. Puis ensuite, moi, je suis un gars de Québec. Fait que j'ai aucune idée les rues puis par où passer pour revenir à l'Université Laval. Fait que j'avais pas le choix de suivre les autres. Je l'ai eu quand même à la les premières années. Puis j'avais pas le choix de suivre. Mais je revenais chez nous. Puis j'étais complètement explosé. Mais c'est clair, tu fais ton PB au warm-up. Tu fais un workout, puis après ça, tu fais un PB au cooldown par survie, si on veut, parce que tu veux pas te perdre. Déjà, tu apprenais la souffrance, en course à pied. Exact, oui. Entraînement après entraînement, ouais. Je l'apprenais à la dure. Mais c'est ça, je pense que ça m'a donné une bonne base pour faire le 1500. Puis je me souviens cadet, juvénile, même junior, j'adorais ça, courir le 1500. Ça fait quasiment 5 ou 6 ans que j'en ai pas fait, mais je me souviens que j'adorais ça. Mais avec les années, je me suis un petit peu plus spécialisé sur 800 pour différentes raisons. Je me souviens que
j'avais beaucoup de problèmes d'estomac pour quand je faisais des gros workouts. Fait que chaque fois, j'avais des longs jogs. Souvent, j'avais des crampes à l'estomac. Je sais toujours pas c'est quoi. Puis j'en ai encore aujourd'hui. En tout cas, bref, quand j'étais jeune, j'avais des gros problèmes. Puis les seuls workouts que j'arrivais à bien faire, c'était ceux de 400, 800, plus de vitesse, avec des courses d'intervalle. OK. Cool. Puis, T'as bon, pas, qu'est-ce... Ouais, vas-y. Non, ben c'est ça, parce que tu mentionnais, tu sais toujours pas c'est dû à quoi. Mais ça revient pas du tout quand tu fais tes entraînements là, pour du courte piste. Ben, disons que je commence à un petit peu plus comprendre ce qui se passe. Fait que là, avec les années, tu sais, ça fait juste 2 ans que je me suis vraiment posé la question qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça arrive. Souvent, c'est parce que je me surentraîne un peu. Là, je commence à avoir un petit peu plus de problèmes. Mais tu sais, j'ai des suppositions, ça serait quoi? Il faut jouer à mon médecin justement dans un mois ou un petit peu moins pour savoir c'est quoi. Mais quand on m'a arrêté la cause, puis je pense que c'est quoi qui est relié au gluten, fait que ça ferait peut-être du sens. Ouais, c'est possible. Ben, avancerai tout de suite sur c'est quoi, mais ouais. Non, mais au moins tu vas, tu sais, t'es curieux, puis tu vas pousser plus loin l'investigation, puis en allant voir le médecin. Puis, tu sais, t'expliquais que dans le fond, bon, on va tout de suite en venir à l'entraînement, c'est que en courant du courte piste, les entraînements sont différents. Fait en quoi l'entraînement pour du courte piste 400-800, il est différent dans le fond? Je comprends qu'il y a moins de volume, mais c'est ça. Explique-nous la différence en fond. Ben, je pense que c'est différent surtout parce que je pense que le rythme cardiaque est vraiment moins élevé, pour exemple, des trains de vitesse. Fait que quand je regarde ça sur ma montre, mon rythme cardiaque ne dépasse pas 130, 140 dans un entraînement de vitesse. Okay. Je pense que ça aide beaucoup pour les problèmes intestinaux parce que c'est un petit peu moins cardiovasculaire. Mais je ne pourrais pas expliquer exactement pourquoi, mais en tout cas, aujourd'hui, je réponds mieux à des trainings de vitesse puis à moins de volume. Avec les années, j'ai continué à monter. Puis j'arrive à gérer, je commence à vraiment bien me connaître avec autant d'années. C'est sûr que ça joue beaucoup pour l'entraînement. Okay. Ouais. Mais si tu dis le cardio, il ne monte pas très haut, c'est les intervalles, parce que c'est des très courts intervalles? Oui, exact. Exemple, des 150 mètres, c'est des intervalles de 17 à 20 secondes avec des récup de 2 à 3 minutes. Fait que c'est pas des gros workouts pour le système cardiovasculaire. Non, effectivement, là, c'est quasiment du sprint rendu là. Oui, exact. Ouais. Okay. Puis tu parlais de ton volume, t'es rendu à quoi environ en ce moment, comme juste pour avoir une idée? Là, l'an passé, j'étais plus autour de 80. Puis cette année, j'ai diminué, j'ai été plus conservateur à 70. OK. Fait que pendant toute l'année que je race ou que je race pas, j'essaie d'avoir un millage de 70 km par semaine. Avec Penn State, c'est un petit peu plus d'intensité. Fait que honnêtement, je réponds mieux au training plus intense, mais peut-être un 10 km de moins en volume. Fait que, tu sais, je raçais chaque semaine, mais c'était moins pire. Je sais pas, c'était moins pire à quelque part sur le corps personnellement. Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais ouais. Cool. Ben, continue donc dans ton cheminement. Fait que tu t'entraînais avec Laval, sélectionné pour... c'était les Jeux du Québec, si je ne me trompe pas, que tu avais dit auparavant? Oui, les Jeux du Québec, je pense, c'est en 2014. OK. C'est aux 2 ans. C'est bien aux 2 ans, les Jeux du Québec? Je suis pas certain, moi. Je pense, dans le fond, je pense que oui. Je pense que 2014. Fait que 2014, j'étais sélectionné pour les Jeux du Québec. Puis là, de là, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus, un peu plus intensément, je pourrais dire, mais c'était surtout récréatif encore. Puis moi, j'étais joueur de soccer à l'époque. Fait que j'ai toujours joué au soccer en plus de l'athlétisme. Fait que depuis que j'ai 4 ou 5 ans, mes parents me transportent d'un bord puis de l'autre pour mes activités. Fait que, au final, j'avais peut-être 3 entraînements de piste par semaine. Puis j'avais 3 pratiques de soccer par semaine, plus un match, plus une compétition. Fait que à chaque jour, mes parents allaient me porter un bord puis de l'autre. Puis j'en suis très reconnaissant pour ça c'est sûr. Ça a été de bonnes années d'entraînement, veux pas. J'ai aucune idée du millage que je faisais à cette époque-là, mais tranquillement, je commençais à plus apprécier courir sur la piste. Puis le soccer, je l'ai tranquillement laissé. Je pense que je l'ai laissé autour quand j'avais 17 ans, fait qu'il y a 5 ans. OK. Je faisais du soccer avec le club ici, je pense que c'est du soccer 2A, fait que c'était des bonnes pratiques, puis ça me tenait en forme.
Puis, C'était seulement pendant la période estivale ou il y en avait aussi l'hiver à l'intérieur? c'était toute l'année. À Ouais, il y avait longueur d'année? Ouais. à l'intérieur aussi, ouais. OK. Puis c'est ça, j'ai continué. Après ça, il y a eu les deuxièmes Jeux du Québec, que j'étais encore avec le club d'athlétisme de l'Université Laval avec Sylvain. Je pense que j'avais fait 3 médailles à ce moment-là. Mais tu sais, à chaque année, c'était comme des grosses surprises parce que je pense qu'avec les Jeux du Québec, dans le fond, si t'es pas dans un an quand t'es jeune, ça fait une énorme différence. Fait que moi, j'avais comme un an de retard sur les autres. Je me battais contre des gars qui avaient 18 ans quand j'avais 17, je pense que c'est ça. Puis ça fait une grosse différence. Fait que c'était comme une grosse surprise que j'arrivais à faire des médailles ou en tout cas à être avec ces gars-là ou juste à atteindre la vague 1. Fait que à partir de là, j'ai commencé vraiment à apprécier, je sais pas, la haute performance puis vouloir toujours être meilleur. Fait que là, je pense que c'est suite aux Jeux du Québec ou un petit peu après que j'ai commencé à m'entraîner avec Félix Antoine Lapointe, qui est, je pense que le centre d'excellence est arrivé quand j'avais 19 ans, fait qu'il y a 3 ans. Puis là, à partir de là, j'ai commencé à avoir un autre groupe d'entraînement, fait que je me suis entraîné avec des gars comme Vincent Duguay, David Gendreau-Filion, puis à ce moment-là, c'est des gars qui faisaient une 48, une 49, puis moi, j'ai regardé ces gars-là, puis c'était des gars dans ma tête qui étaient aussi bons comme s'ils allaient aux Olympiques, puis c'était fou de voir qu'ils faisaient ces temps-là. J'étais vraiment impressionné de ça. Fait que je m'entraînais avec ces gars-là, puis c'était difficile au début, comme quand j'ai joint le CAUL, parce que c'était des gros trainings, puis c'est ça. Fait que la première année que j'ai joint ces gars-là, je pense qu'il y avait déjà un camp d'entraînement qui a eu lieu en Floride. Puis là, j'ai vraiment eu la piqûre pour la haute performance, puis vraiment avoir du bon sommeil, bien m'entraîner, puis tout ça. Fait qu'avoir de bonnes planifs, puis de fil en aiguille, j'ai comme monté les échelons, puis ça donne la tête que je suis aujourd'hui. C'était en 2019, dans le fond, que tu mentionnais là, ça, que tu as rejoint l'équipe. Ouais. Okay. À partir de, je me souviens, j'ai vu ton nom dans Relève pendant plusieurs années. Éventuellement, tu étais aussi élite, selon les normes d'identification des athlètes d'élite de la FQA. À partir de quel moment tu as été sélectionné relève tout d'abord, puis ensuite élite? Puis est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Puis est-ce que tu visais de le faire ou c'est juste que tu as fait une performance puis c'est arrivé comme ça puis tu as fait ah cool, j'ai ça en plus? J'arrivais après les Jeux du Québec, je pense que c'est la première fois que j'ai été relais, fait qu'en 2018. J'avais aucune idée qu'il y avait des standards qui existaient ou peut-être vers la fin de l'année j'avais une petite idée, mais j'ai jamais vraiment visé ces standards-là. C'était vraiment plus. Moi, j'ai toujours aimé viser les temps. Fait que pour moi, une 54, une 53, tous ces temps-là avaient toute une signification pour moi parce que à la fin, c'est juste du dépassement de soi. Fait que un PB pour moi, genre, ça vaut presque plus qu'une bonne position dans un championnat ou presque. Okay. Fait que c'est surtout ça, c'est juste me dépasser moi-même. Puis ensuite, les échelons relève et élite s'ajoutaient. Puis en 2019, je pense que c'est la première année j'ai eu mon élite. Puis là, tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est des grosses subventions que la Fédé donne. Je pense que on est la seule province qui a des subventions comme ça au Canada. Ouais. Fait que c'est énormément d'argent. Pour un gars de 19 ans qui ne travaille pas vraiment, mais ça fait une bonne paye d'été pour juste travailler à temps partiel puis continuer à s'entraîner. Fait que pour moi, je trouve que ça fait toute la différence. Oui, non, ça fait une bonne différence. Un 4000 là, pour un étudiant, ça peut changer la donne de si tu dois travailler 12 heures semaine ou 0 heures semaine ou 24 heures ou 32 ou même plus pendant. Et en plus, moi, je viens du comté de Portneuf qui est dans la banlieue de Neuville, qui est dans le comté de Portneuf. Puis de là, il s'ajoute aussi une fondation qui s'appelle la Fondation FASAP. Fait que c'est quasiment un 1000 à 2000 de plus qui se rajoutent par année. Fait que je suis vraiment choyé d'être dans cette région-là. Fait que c'est ça fait des bons montants chaque année. Ça fait une différence. Puis c'est grâce à ça, tu peux focusser là-dessus, pas te soucier trop, te soucier moins côté monétaire. Puis de même, tu peux te focusser sur obtenir des médailles pour le Québec au championnat canadien.
Puis bon, peux-tu me donner une idée un peu de Oui, je m'excuse, j'ai juste une question. Je sors un peu de la course parce que tu as mentionné le temps 1,54. Puis moi, ça m'a fait penser au film. Tu sais, il y a eu le film de Jan Englund, là, puis je viens de faire une recherche, c'était en 2016. Pourquoi 1,54? Ça l'a-tu vraiment. C'est-tu par hasard? Ça l'a-tu pu être 1,53, 1,55 ou c'est vraiment. Il y a quelque chose de particulier avec ce temps-là sur 800 mètres? Si je peux me rappeler, je pense qu'une 54, c'est le standard pour aller directement en demi-finale des championnats canadiens juniors. Fait qu'une 54, tu ne peux pas faire les prélims. Moi, au moment que le film est sorti, je pense que je faisais une 56 ou une 50. Je pense que j'étais encore une 58 ou presque. Je me souviens pas exactement. Mais... Je vais te le dire. Dans le fond, je suis sur ton 800 mètres en 2017, une 56. Ouais. Ouais, exactement. 56-11 en 2017, puis en 2018, excuse-moi, je t'ai coupé, une 54-98 en 2018. Ouais. Fait que c'est ça. C'est en fonction du standard. C'est en fonction du standard pour atteindre la demi-finale, tu mentionnais. Exact. National, au Canada? Au Canada, oui. OK. Au Canada. OK. Cool. Ça faisait longtemps que je me posais la question. Fait que toi, t'as-tu regardé le film? Ça t'a-tu inspiré ou juste tes... Oui, c'est ça, ça m'inspirait. Moi, je regardais ça, puis 54, pour moi, c'est comme si c'était inatteignable. C'est comme le 1,45 que je joue aujourd'hui, puis c'était de quoi de fou que je pensais jamais atteindre un jour. Fait à chaque fois, c'est comme repousser la limite, puis d'enlever des barrières. Fait qu'une 54, c'est une des premières barrières que j'avais. C'est débile quand on y pense. Aujourd'hui, tu fais 1,47, tu fais 7 secondes plus vite que sur 5000 mètres, c'est pas tant que ça. Sur 3000 mètres, 1500 mètres, c'est beaucoup. 3000 mètres, c'est moyen. Mais sur 800 mètres, c'est énorme, là, 7 secondes. Puis quand on pense, tu t'imaginais même pas faire 1,54. Puis là, crime, on est 3 ans, 4 ans après ce moment-là. Tu fais 1,47. C'est complètement débile. Je peux encore me rappeler la première barrière que j'ai eue, puis c'est la barrière de 2 minutes. Puis je me souviens quand tout le monde disait c'est la première barrière psychologique, c'est vraiment difficile à atteindre. Puis effectivement, c'était difficile. Je pense que ça m'avait pris 2 ans à l'atteindre. Mais quand je l'avais brisé, je pense que j'avais tombé de, je sais pas, 2 à 1,56 ou j'avais vraiment explosé. Mais c'est juste psychologique à ce point-là, je pense. C'est fou, juste la barrière du 2, c'est quelque chose. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'accepter la souffrance, là, vraiment pousser, puis accepter de souffrir encore plus longtemps, puis plus durement. Puis je pense que ça, c'est une limite mentale qu'il faut franchir, effectivement, en faisant la course. Là. Mais justement, tu sais, qu'on t'a là, parce que un 800 mètres, j'imagine que c'est différent d'une course d'endurance. J'en ai couru un dans ma vie, fait que je peux pas trop parler. Mais justement, c'est comment mentalement, c'est ça, courir ça? Comment tu fais? Est-ce que c'est super mental? Est-ce que pas tant? Comment tu cours ça, toi? Étrangement, pas étrangement, mais le premier de la saison, je pourrais dire que c'est toujours le plus difficile. Fait que peu importe si tu es préparé ou pas, ça va être vraiment celui-là difficile. Mais plus tu en fais dans l'année, plus ça devient facile. Fait que moi, mon plus difficile, ça n'a pas été une 47-11, ça a été le premier de la saison. Fait que je pense que c'est en janvier, peut-être février. À partir de là, tout dépendant aussi comment tu le gères, un 800 mètres, ça peut être vraiment douloureux si tu pars trop vite. Puis souvent c'est ça qui arrive, le monde part trop vite, puis ils disent « je ne veux plus jamais refaire un 800 parce que c'est vraiment douloureux quand tu fais ça. » Puis je pense que c'est juste souvent de s'écouter parce qu'il y en a qui partent avec un peu des backgrounds de plus de long. Fait que là, ils viennent pour sur le 800. Genre, ils s'attendent à partir vraiment plus vite quand ils devraient être un petit peu plus even pace. Mais quand tu as vraiment la filière de cours de 400 mètres, un 800, ça fait pas mal à chaque fois. Puis souvent, ça peut être. C'est comme une course. Je pourrais pas comparer ça au 1500, mais ça fait pas si mal que ça quand t'en fais beaucoup. Okay. Fait que de faire du 400, du 400 au même niveau de compétition aide pour le 800 à ce moment-là. Oui, exact. Fait que le premier quelqu'un qui ferait que du 800, il serait vraiment avantagé à aussi intégrer le 400 dans le fond, si je comprends. Oui, effectivement. Fait que, le premier tour, moi en ce moment, je passe en 52 secondes. Ben, il y a 2 ans, je passais aussi en 52 secondes, mais je finissais en 1 minute ou mon deuxième tour, je le faisais en 60 secondes. Maintenant, je passe en 52, puis je finis en 54-55 à la place. Fait que
Ok. Plus la différence entre ton premier tour et le deuxième tour est élevée, plus c'est difficile, moins t'aimes ça, puis tu veux plus en refaire. Absolument. Ouais. Absolument. OK. Puis, Oui. tu Wow. mentionnes, tu fais, mettons, 52, 54. Tu fais le premier tour plus vite que le deuxième. Est-ce que c'est standard dans le 800 mètres de faire ça plus vite? Puis pourquoi? C'est quoi un peu la logique derrière ça? Parce que intuitivement, moi, je me dirais, ben, tu veux graduellement. Ben, soit que ça soit even, soit ça serait 53-53, ou même que tu commences un peu plus conservateur puis tu donnes tout à la fin. Fait que pourquoi c'est comme ça dans le 800? Je pense que la grosse norme, c'est un différentiel de 2 secondes, fait que plus 2 secondes. Je sais pas qui établit cette différentiel-là. Je pense que c'est juste à force de voir les compétitions à l'international, le monde a comme C'est vu. une moyenne qui ressort. Hein? Ouais, exact, c'est ça qui marchait le mieux. Mais selon les profils de coureurs, exemple, un profil plus 400-800 va vraiment partir plus vite. Fait qu'il y a des gars dans des Diamond League qui vont partir en 49, 50, 51 quand ils sont un peu plus lents. Puis il y a d'autres gars qui vont plus faire 53-53 ou 52-52 quand ils sont vraiment en shape. Qui sont plus des gars un peu plus de long que je parle. Fait que dans le fond, j'ai lu une couple d'articles sur ça, puis je sais pas exactement, je pourrais pas l'expliquer vraiment dans les détails spécifiques, mais on m'a dit que le premier 250 mètres, dans le fond, il faut que tu ailles chercher ton VO2 max le plus rapidement possible. Okay. De là, tu peux continuer ta course, puis je pourrais pas expliquer pourquoi, mais le premier 250 est important d'aller vite, puis d'aller vite, mais sans être taxé nécessairement. Fait un gars qui est pas très rapide, qui est pas un gars de 400, ben, aller chercher son VO2 max, ça va être un petit peu plus long. Ça va peut-être prendre 300 mètres ou 400 mètres. Okay. Mais, en tout cas, j'avais vu passer un article, je pense que c'est peut-être l'explication derrière ça. Mais tout dépendant des profils, le premier tour fait une énorme différence. Puis plus ça avance avec les années, plus j'ai l'impression que les profils 400-800 ont comme un avantage, surtout en championnat, parce que, tu sais, si tu es à la fin du pack, il va falloir que tu dépasses tout le monde. C'est pas avantageux parce que tu t'es dans le corridor 2. Ouais, fait que on regarde de plus en plus d'articles qui disent que les gars de 400-800 avec une bonne filière de cours, ça va être un petit peu plus facile dans le futur que si tu avais à faire even pace. Okay. Puis psychologiquement, pour toi, c'est comme ça que tu le cours, toi? C'est juste, est-ce que c'est naturel pour toi ou tu te forces vraiment pour le faire de même? Comme parle-nous un peu de ton mental à travers un 800. Ouais, ben avant, j'étais un petit peu plus le gars qui regardait vraiment ses splits exacts. Fait que je regardais à 200, je regardais à 400, je regardais quasiment à 500, 600. Il fallait que je cours exactement ces splits-là pour que dans ma tête, ça fasse « OK, ça va bien ». Puis aussitôt, par contre, que j'avais pas ce split-là, là, c'est que ça commence à jouer dans ta tête. Tu te dis « Ah, j'ai pas atteint ça. Aujourd'hui, ça va pas si bien. » Puis là, tu t'envoies comme des signaux au cerveau. Tu te dis « Ah, aujourd'hui, ça va pas bien. » Puis tu finis ta course. Puis oui, l'aspect mental est vraiment plus difficile parce que c'est comme si tu recevais d'autres signaux de ton corps. Mais en général, moi, depuis cette année, je regarde plus du tout mes chronos. Je fais juste ma course comme elle est, peu importe c'est qui. Puis habituellement, juste intuitivement, je suis capable de faire un bon 52, 53, même 54, je suis pas tant stressé avec ça. Puis je fais juste suivre les autres gars. Souvent, c'est juste de suivre les gars en avant de moi ou s'ils sont pas assez vite. C'est comme un peu un ressenti, comment tu te sens. Tu cours au feeling, ben oui. Oui, exactement. Tu cours au feeling. Puis si une journée tu files moins bien, tu vas passer un petit peu plus lent. Si une journée tu files très bien, tu vas passer vite. Ou ben, à la fin c'est juste intuitif. Ouais. Mettons là, une journée que tu files très bien, là, est-ce que tu vas aller intuitivement te mettre en avant du pack pour l'idée ou tu vas quand même rester un peu en arrière pour épargner des cartouches, peut-être pour la fin ou Ouais, je dirais que je serais plus porté à rester derrière au moins un gars. Fait que souvent, un paper, c'est vraiment avantageux pour moi, juste d'avoir quelqu'un devant moi, puis juste mettre sa voix off, avancer, puis c'est le dernier 200 qui compte, peu importe ce qui se passe. Puis à la fin de 800, c'est juste lui qui a plus de réserve à la fin, puis c'est tout, surtout en championnat, c'est tout ce Il y en a qui partent... Oui, vas-y. non, vas-y, non, continue ton idée, puis je passerai à ma question suivante après. Ouais, je veux dire, il y en a qui partent à 100 mètres, puis ils cassent vraiment le dernier 100 mètres, c'est vraiment douloureux, c'est lactique, puis ils serrent les dents, puis ils sont rattrapés par les gars qui partent plus à 200 ou même à 100 mètres. C'est vraiment, selon moi, c'est là que ça compte le plus. Ouais.
Tu mentionnais que tu avais lu, bon, par rapport à la VO2 max, là, que dans le 250 premiers mètres, tu l'atteins. Quand on atteint la VO2 max, on est à capacité maximale d'absorption d'oxygène. Donc, normalement, la fréquence cardiaque est maximale aussi. Ça veut-tu dire que tu courais le restant de ta course à la fréquence cardiaque maximale? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes des fois peut-être après ta course pour te donner une idée? J'avais fait le test de mettre ma fréquence cardiaque pendant que je cours, mais je sais pas, c'est dur à dire. Non, j'ai jamais fait le test, je pourrais pas dire. OK, mais j'aurais été curieux de savoir si dans le fond, pendant le 550 mètres qui reste, le 500 mètres qui reste, si tu es à fréquence cardiaque maximale tout le long. Je comprends que ça peut être de la pure souffrance. Là, puis, oui. Mais remarque que ça ne doit pas être ça qui se passe. Là, ça varie toujours. Là, fait que c'est ça. Mais c'est intéressant d'entendre ça parce que moi, dans ma tête, du seul que j'ai fait, puis de ce qu'on m'avait dit, mais tu sais, c'était peut-être des coureurs de distance qui se connaissaient pas trop, peut-être qu'ils m'avaient dit ça. Mais tu sais, j'avais entendu dire, c'est tellement souffrant, t'es lactique tout le long, dans le fond, le 800. Oui. Dans le fond, j'ai l'impression, plus je te parle, plus j'ai l'impression que c'est comme moyennement vrai. Mais est-ce que c'est quand même vrai que c'est ultra lactique qu'à la fin, comme tu sens vraiment l'acide lactique dans tes jambes, mais que ça doit juste être vraiment à la fin? Ouais, c'est ça. Explique-nous ça. Ouais, ben, je pense qu'il y a un début de réponse. Je pense que, tu sais, moi, je parle aussi par expérience, puis j'ai beaucoup la vitesse naturelle. Fait que j'ai jamais eu, tu sais, de gros problèmes à avoir un premier 400 mètres rapide parce que pour moi, je sais pas, ça fait longtemps que je fais de la vitesse. Toi, c'est comme naturel. C'est naturel faire ton premier 400 mètres. Fait que t'es moins taxé, fait que tu vas moins être dans le lactique à la fin. Mais comme tu vois, mon PB 400 mètres, c'est 47. Ben, il y en a qui vont faire un 800, puis leur PB, ça va être 51. Fait que c'est quand même 4 secondes de différence pour un premier tour. Tu peux faire, les gars vont être plus portés à aller vraiment plus vite le premier 400, surtout s'ils viennent d'un background de 1500, 5000. Ils vont vraiment essayer. Ils vont se dire que c'est souffrant, puis c'est comme ça que ça se court. Mais au final, c'est peut-être plus avantageux pour eux de faire un négatif split. Fait qu'à la place d'être même pas positif, c'est ça, positif devrait être négatif, fait que partir en 58 puis finir en 55. Ou rapide dans le deuxième tour, ouais. Ouais. En tout cas, c'est ma perception, mais en même temps, j'ai peut-être un petit peu plus le terrain naturel pour le premier 400. Oui, on voit qu'il y a beaucoup une question d'expérience aussi là-dedans. Là. Quand tu es habitué d'en faire, c'est ça, je me mets à la place de quelqu'un qui a fait des 1500, des 5000, qui arrive sur 800, c'est pas du tout la même chose là, à gérer. Ouais, exact. Surtout contre des compétiteurs comme toi là, qui a l'expérience. Tu sais, souvent, comme j'ai dit tantôt, le premier 800, c'est vraiment plus douloureux. Puis quand on fait juste un dans la saison, ça te prend une couple de workout, lactique un peu, pour vraiment t'habituer à ce feeling-là, parce que ça se travaille quasiment juste en race, ou presque, là, dans des gros workouts. C'est sûr, c'est vraiment douloureux. Puis, ma copine, j'avais dit, en joke, avant son premier 800, j'avais dit, tu sais, pars le plus vite possible ton premier 400, puis fais juste garder ça le dernier 400. Fait qu'elle a détesté l'expérience, puis elle n'a pas voulu en faire pendant des mois, puis elle n'a toujours pas refait. C'était une bonne blague, ça. Oui, c'est une bonne blague, mais je pense qu'elle n'a pas aimé. J'ai ruiné l'expérience du 800 mètres pour elle. LOL. En plus, plus 1500, 5000, fait que je doute pas que c'était très douloureux. Puis... Okay. Pour elle, c'était une compétition ou c'était en entraînement? C'est une compétition l'an passé. Elle, ça fait 1 an et demi qu'elle a commencé, fait que c'était juste pour le plaisir puis essayer. Okay. Mais souvent, je dis aux gens pour tester c'est quoi un 800 puis le feeling vraiment lactique. Là. Ouais. Tu prends juste ta main puis tu fais juste l'ouvrir et la fermer le plus rapidement possible pendant 60 secondes. C'est vraiment comme ça que tu te sens pendant le premier 400 si tu vas trop vite. Là. C'est vraiment lactique puis t'aimes pas ça puis ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Ça fait vraiment mal. Mais c'est pour ça que je parlais de tolérance à la souffrance, parce que mentalement, il faut être prêt à aller là, puis à le tolérer, même si c'est court, il faut le faire. Puis on regardait, tu as fait 25 compétitions là, déjà depuis le début de l'année, en 5 mois et demi, fait que c'est d'accepter ça semaine après semaine, ou des fois 2 fois, même 3 fois un week-end, c'est pareil. Là. Oui, ben, tu sais, c'est une moyenne de, je pense, un 800 puis un 400 à peu près aux semaines et demie. Fait que ça monte vite au final, mais selon moi, c'est le meilleur entraînement qu'il peut pas avoir. Tu cibles exactement qu'est-ce qui se passe. Puis
psychologiquement, c'est juste facile. C'est facile, à chaque fois que tu en fais un, c'est de plus en plus facile. Ouais. Euh, Tu t'habitues à ça. Est-ce qu'en entraînement, là, en dehors des compétitions, quand tu t'entraînes, est-ce que tu vas dans cette zone-là de difficulté pour aussi t'aider puis t'entraîner à ça ou tu gardes vraiment cette difficulté-là pour les compétitions? Dans le passé, peut-être les 5 dernières années avant cette année, j'y allais vraiment très souvent. Fait que j'allais souvent dans les zones 8, 9, 10. Okay. Pour moi, c'était la façon d'aller chercher, de s'entraîner pour le 800 mètres. Puis je me disais, il faut que je sois le plus longtemps possible dans cette zone-là. Mais au contraire, c'est vraiment cette année que j'ai fait mes propres recherches, puis vu qu'est-ce qui marchait au niveau international, puis pourquoi des gars s'amélioraient autant. Okay. Puis aussi avec la nouvelle expertise que j'ai vue avec les nouveaux coachs aux États-Unis, c'est faut que tu aies tes entraînements, il faut que ce soit des codes 7 ou 8, faut que tu laisses les races en race. Faut que ces zones-là, tu les atteignes juste en race. Okay. Ça, c'est difficile pour moi, ça prend beaucoup de confiance, accepter ça, puis de se dire « Ah, j'ai pas fait de workout, je me suis détruit complètement, est-ce que je vais avoir une bonne race pareil? » Ben, ça prend de la confiance de dire oui, puis d'avoir du repos, puis se dire « Ah, pas un kilo de plus, ou genre pas un training où j'explose le workout, je fais des gros temps, puis c'est ça. » Mais cette année, c'est vraiment ça que j'ai respecté, puis je pense que ça a beaucoup aidé. Fait que tu forces pas tant, entre guillemets, dans tes workouts, genre? Ouais. Ben, tu sais, c'est des cotes 8, tu vas chercher un petit peu la zone rouge, mais pas trop, tu la dépasses pas, puis pas comme dans les autres années que c'est que j'avais pas chaque training en zone 8, 9 ou 10, j'étais pas satisfait. Puis c'est vraiment facile d'aller chercher ces zones-là quand t'en fais beaucoup, parce que moi j'adorais ça, faire des workouts code 10 et que j'étais complètement explosé, mais c'est juste un autre niveau d'apprentissage, je pense. OK. Mais c'est à ce moment-là, c'est d'accepter que ça, le 9 puis le 10, se passe juste en compétition. Puis de se dire, il faut être prêt, puis il faut livrer, puis ouais, exact. C'est un peu comme un marathon. Je veux dire, quand tu t'entraînes pour un marathon, tu ne cours pas un marathon en entraînement. Fait que, tu ne vas pas jusqu'à cette durée-là. Puis dans cette mais zone-là. je trouve que c'est vraiment différent avec la course de distance. Parce que, moi, là, un entraînement de distance, même les petits qui sont rares, ok, je vais dire, ok, c'était pas si pire, mais tu sais, en général, c'est très souffrant un entraînement de distance, je trouve, de 10 kilos, de 5 kilos, de demi, puis de full marathon, tu sais. Fait que je pense que c'est dur dans la tête de nous, les coureurs de distance, de s'imaginer ça, de s'imaginer que tu pousses quand même, mais tu sais, tu souffres pas tant. En tout cas, c'est particulier. Puis... Oui, c'est particulier. Puis plus je regarde un peu des articles, puis comment les gens s'entraînent en général, j'ai compris qu'un peu, c'est comme, j'ai l'impression qu'il faut pas être raqué à chaque jour. C'est comme si je te disais, le lundi, fais un énorme workout, sois complètement explosé, puis pendant 4 jours, les 4 prochains jours, ben, tu seras pas capable de t'entraîner ou moindrement. Mais à la place, je te dis, le lundi, tu fais un petit workout, mardi aussi, mercredi, jeudi. Fait qu'à la fin de la semaine, celui qui a fait juste un gros workout va avoir accumulé une certaine charge de workout, une certaine charge d'entraînement. Puis le gars qui a fait ça chaque jour va avoir dépassé cette charge d'entraînement-là au final. Je pense que c'est juste... Oui, continue. Je pense que c'est juste d'y aller un petit peu plus conservateur à chaque jour, puis jamais être raqué, puis juste avancer petit à peu. Puis je pense au final, c'est plusieurs philosophies de training. Puis je pense à certains... On pourrait dire que les trainings de long, c'est un petit peu plus comme ça. Je pense que c'est plus difficile, d'exemple, d'être complètement explosé d'une séance de long pendant... Tu me corrigeras, mais c'est un petit peu plus difficile d'être traqué pendant, exemple, 4 jours. J'ai l'impression que tu récupères à faire plus de millage ou... C'est peut-être Ouais, je pense que oui. Personnellement, je dirais que les courbatures qui durent longtemps, c'est vraiment après une compétition où tu as atteint, c'est ça, du 9 ou 10 sur 10. Là. Non, pas suite à un entraînement. En effet, pour le raquage, à moins que ce soit vraiment un workout assez sordide, d'habitude, c'est pas si pire. mais c'est ça, côté juste mental. J'ai l'impression que c'est aussi que les coureurs d'endurance de longue distance, on doit travailler notre mental beaucoup, tandis que vous, peut-être un peu, mais moins, on dirait. Mais peut-être qu'Olivier, avec toute l'expérience qu'il a, son mental a déjà été travaillé beaucoup, que maintenant, il peut se permettre dans l'entraînement de ne pas aller jusque-là, puis de se taper 25 compétitions en 6 mois, tu sais. Oui, exact. Moi, j'ai l'impression que quand tu es jeune, c'est facile de faire des gros workouts, puis d'être vraiment
de récupérer facilement. Tu peux en enchaîner 3 par semaine, puis ça va bien. Puis... mais plus ça avance, plus tes entraînements deviennent vraiment difficiles, plus tu rentres des gros temps, plus tu deviens raqué pendant plusieurs jours, puis plus tu as besoin de récupération. Je pense que c'est juste... Souvent, il y en a des athlètes qui sont vraiment bons jeunes, puis à un moment donné, ils prennent un plateau, puis ils sont plus capables d'aller plus loin, mais je pense parce qu'il faut que tu te réinventes un peu, il faut que tu changes tes philosophies d'entraînement. Puis moi, je l'ai frappé, ce plateau-là, l'an passé, puis j'étais capable de complètement ignorer ce que j'avais appris, puis de changer complètement, me réinventer comme coureur, puis d'oublier le fait qu'il fallait que j'aille des code 10 en workout pour me sentir confiant rendu au race. Okay. Fait que c'était ça ton changement que tu as fait, c'était d'arrêter d'être tout le temps à code 10, puis ben, on dirait que ça a payé. Dans le fond, t'es resté combien de temps à quel plateau? Puis c'est quand tu dirais que ça t'as fait le changement, puis c'est quand que ça a fonctionné le changement, tu sais? Je dirais, j'ai fait mon premier sub 1,50, je pense en 2019. C'est juste en 2000, ben c'est peut-être techniquement 1 an et demi, presque 2 ans. Là, j'ai été capable d'avoir une 48. Mais tu sais, d'une 49 intérieure à une 48, c'est pas une énorme amélioration comparée à ce que j'avais déjà eu, que j'enlevais peut-être 2 secondes par année. Fait que c'est pas un énorme plateau, mais c'était suffisant pour me demander qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi est-ce que je m'améliore pas plus si je m'entraîne plus, puis je dors plus, puis j'ai des meilleures méthodes de récupération, puis c'est ça. C'est juste de se poser des questions, puis se réinventer. Puis finalement, quand tu l'as fait, ça, quand tu t'as changé, ben ça a pris combien de temps avant que tu vois les résultats? Je dirais que j'ai changé à l'automne dernier, fait que juste avant juste avant de partir pour Penn State, fait que de juillet dernier jusqu'à janvier, j'ai pas dépassé mon millage, j'ai pas été faire des cotes 8, j'ai vraiment gardé ça vraiment tranquille. Puis j'ai continué ça aussi en janvier, février. Puis là, à partir de là, j'avais des races à chaque semaine. Fait que je pouvais pas vraiment être dans ces zones-là. Puis les coachs, c'était vraiment une philosophie de training qui comprenaient déjà, puis qui ont déjà toujours appliqué à leurs athlètes, puis ont eu beaucoup de succès avec les entraînements, les athlètes de 800 à cette université-là. Fait que, c'était juste d'appliquer ça. Puis ça fait un an de tout ça que j'ai vraiment changé ma philosophie de training. Puis je vois vraiment plus de gains à chaque mois, chaque année. Bon, en tout cas, cette année. C'est vraiment super intéressant parce que, dans le fond, comme tu dis, tu as commencé ça il y a 1 an. Fait que tout l'automne, tu t'es préparé avec ça. Puis là, hiver, printemps, début d'été, c'était toutes les compétitions. Puis clairement, on voit que ça a payé. Oui, ça a payé. Moi, je me dis que j'ai eu 30 races. Puis c'est à la fin de ces 30 races-là que j'ai fait mon meilleur temps qui est quand même qui est une 47 bas. Puis j'aurais peut-être pu faire mieux. Fait que moi, je vois juste du bon à m'entraîner comme ça c'est sûr. Ben ouais. Puis ça, t'en as jasé avec tes coachs, tu sais, de ton changement de philosophie d'entraînement? Puis c'était en concertation avec eux? Ou sais-tu que tu t'es mis plus d'aller suivre les coachs de Penn State? Puis c'était quoi exactement? Ouais, exact. Ben, à force de parler avec eux avant de rentrer en janvier, eux, ils m'ont expliqué leur philosophie. Puis, tu sais, moi, j'avais comme idée de vraiment suivre à la lettre qu'est-ce qu'elle allait me dire, puis d'essayer une nouvelle forme d'entraînement. Puis, juste d'en apprendre, puis vraiment qu'ils m'expliquent bien comment ça marche, puis qu'est-ce qu'ils pensent. Eux, ils sont d'avis que t'es mieux de faire des entraînements plus conservateurs à chaque jour, vraiment tout le temps, toute l'année longue, plutôt que d'avoir des grosses variations. Fait que d'être en forme vraiment pendant 6 mois de temps, être capable de racer n'importe quand, mais de continuer à t'entraîner au final. Puis selon moi, c'est la meilleure façon de s'entraîner. Ouais. J'allais te demander, tu sais, dans les 2 années de pandémie, c'est sûr, il y a dû y avoir beaucoup moins de compétition. Est-ce que tu as réussi à conserver la motivation puis tout ça? Ça a-tu un impact sur toi? Oui. Dans le fond, moi, quand ils ont fermé, vraiment tout fermé, parce que là, à ce moment-là, je pense qu'il commençait à neiger. Fait que c'était. Ben, en fait, je me souviens pas. C'était au printemps 2020. Tu sais, mettons en mars 2020, là, c'est là que. À partir de là, il avait vraiment tout cancellé. Fait que là, il commençait. C'est ça, t'as dit mars 2020? Oui, c'était en mars 2020. De mars à mai, juin 2020, là, tout a été arrêté. Là, c'est ça, il neigeait encore, puis il n'y avait pas accès aux pistes d'athlétisme, il n'y avait plus de gym pour t'entraîner. Fait qu'à partir de là. On ne pouvait plus courir avec le monde. Il y avait un couvre-feu. Hey, on se rappelle tout ça. Que des bons souvenirs. Ouais.
Moi, la première fois que j'avais fait, c'est que j'avais explosé mon millage, j'avais monté, je pense, à 120 kilos semaine. Je voulais essayer qu'est-ce que ça allait faire. Je me disais que je vais faire je vais essayer de quoi de nouveau, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Après le COVID, que je pensais qu'elle allait arriver tôt, ben, j'allais être vraiment en shape, puis j'allais avoir autant de temps de m'entraîner que je voulais. En tout cas, j'ai monté à 120, j'ai descendu tranquillement parce que j'étais pas capable de le garder. Je suis revenu à 80. Je me suis blessé, la saison a fini là. Ah oui, OK. Puis là, c'était un petit peu dans le moment que j'avais mon plateau. Fait que après ça, Ouais, c'est ça. j'ai recommencé à m'entraîner. Puis là, j'étais encore à 80. Puis à partir de là, les gyms étaient encore fermés. Fait que je me suis acheté beaucoup de matériel pour me faire un propre gym à la maison. Fait que la motivation à ce moment-là était vraiment difficile parce que il n'y avait pas de course, il n'y avait plus de camp d'entraînement. C'était une belle saison qui s'en venait. Je pense j'étais parti pour aller en Europe, en camp d'entraînement en altitude, puis il y avait plein de beaux projets. Puis là, on tombe à plus de gym, plus d'entraînement, plus rien. Fait que, en tout cas, je faisais mes entraînements à la maison, mes muscus, il y avait des muscus par Zoom. Je m'entraînais dans les rues, puis moi, ça a été ça mon entraînement. Fait que dans le fond, c'est ça, ça a fité aussi avec ton moment de stagnation que tu mentionnais. Là. Ça a dû peut-être un peu influencer, impacter quand même. Exact. Puis dans le fond, je pense qu'il y a eu un petit. Ça, c'est juste après que j'avais fait mon premier sub 1,50 à l'intérieur. Fait que au début, c'était vraiment triste que tout soit arrêté parce que je pensais faire une 47 pour cet été-là. Fait que pour moi, c'était une des plus belles saisons, une vraiment belle saison qui s'enlignait. Fait que c'était dur de voir tout ça crasher, puis même chose avec l'entraînement. Mais à quelque part, j'avais vraiment espoir que quand ça allait revenir, ben, j'allais faire des bons temps. Puis à la fin de l'été, on a comme un petit répit, puis j'ai été capable de faire une ou deux courses, un 2-800. Exactement, c'est ce que je vois la soirée Rouge et Or en août 2020. Là. Je pense que j'avais fait une 50. Une 52 centièmes, donc 3 centièmes de plus que le sub une 50. Là, ouais. Fait que c'est ça. Fait que le plateau vraiment a été là tranquillement. Puis je me souviens plus exactement. Est-ce que c'est en 2000? Ben là, je ne sais pas c'était quoi ta question, mais par rapport à la pandémie, après ça, l'été 2020, ça a été correct. Là, à l'automne 2020, ça a recommencé, puis ils ont tout refermé. Là, Noël 2020, c'est ça, Noël 2020, l'hiver 2021. Il y a eu plein de cancellations encore. Ouais. J'essaie de replacer ce qui se passait dans cette période-là, mais dans le fond, un peu plus tard, pendant cette pandémie-là, mes parents m'ont encouragé beaucoup. Je suis parti en camp d'entraînement avec deux amis d'ici, puis on est allé en Floride. Puis ça a commencé à fermer à Québec. Fait que moi, ce que j'ai décidé avec mes parents, ça ne leur dérangeait pas. J'avais l'école à distance. Fait que j'avais pas vraiment intérêt à revenir à Québec. Fait que j'ai décidé de partir en camp d'entraînement tout seul à Flagstaff, en altitude. Fait qu'après un mois et demi en Floride, à la place de revenir au Québec, je suis allé là-bas, tout seul. Je me suis trouvé un Airbnb pour le premier mois. Puis après ça, j'ai trouvé une chambre dans les dorms de l'université de NAU. Fait que j'étais avec des étudiants là-bas, puis je pouvais m'entraîner en altitude, puis continuer. Fait qu'au final, j'ai été un genre de 3 mois à m'entraîner tout seul à Flagstaff, puis j'ai adoré ça. J'avais une auto de location, puis en tout cas, c'était vraiment beau. Puis en plus de ça, aux États-Unis, il restait des courses. Les courses, c'était pas un gros lockdown, fait qu'il restait des courses. Je pouvais m'entraîner, aller un petit peu, descendre en altitude, aller à une place puis à l'autre. Fait que ça a été vraiment une belle saison, même s'il y avait un gros lockdown à quelque part. Oui, ben en fait, c'était surtout ici au Québec, parce que là, je me rappelle, hiver, printemps 2021, si un athlète voulait revenir des États-Unis, il fallait qu'il soit 14 jours, genre à l'hôtel, ou je sais pas. Oui, exact. Fait que vous êtes beaucoup d'athlètes, ceux qui sont allés aux États-Unis, vous êtes beaucoup à être restés là-bas, dans le fond, plusieurs mois, vu que c'était moins lourd qu'ici. Oui, exact. On continuait de s'entraîner. Oui, fait que c'est surtout ça, le 2 semaines, j'attendais qu'il parte et que j'avais pas à le faire parce que 2 semaines sans entraînement, c'est quand même beaucoup. Fait que c'est ça. Ça dérangeait pas mes parents, puis en même temps, c'est une belle expérience que je pouvais vivre là-bas. Puis mes parents me soutenaient à 100%. Je pouvais faire mes cours en ligne, puis continuer à m'entraîner. Fait que c'est le meilleur des mondes. Ça a donné une bonne course, je pense que c'est en mars. J'ai fait une 48,5. Puis ensuite, la saison, j'avais été vraiment constant des 1,48 jusqu'au début de cette année, jusqu'à quasiment avril, mai.
jusqu'aux Canadiens, en fait, un mois avant les Canadiens. Ouais. Fait que ça a été vraiment une belle année de constance. Je voulais revenir dans le passé un peu pour arriver à ce moment-là où tu t'es dit que tu allais te spécialiser dans le 400 mètres, 800 mètres. Ma question, c'est un peu, c'est comment tu sais que tu vas te spécialiser là-dedans? Personnellement, je me souviens quand je courais au cégep, en cross-country, j'aimais quand même ça sprinter, tu sais, dans les workouts. Fait que là, un moment donné, on faisait des jogs, puis je me pratiquais. Je partais 60 secondes, puis je me disais, bon, je fais un 400 mètres. Puis bon, finalement, je me suis testé en compétition au McGill Holiday Classic, puis c'était pas beau à voir. Mais comment tu sais, que tu sais que tu peux t'essayer là-dedans? Qu'est-ce qui t'a mené vers ça? Moi, je me souviens, dans le fond, Sylvain Cloutier, c'est vraiment un bon coach de développement, puis il n'ira pas te faire du gros, il n'ira pas fixer sur le millage, puis vraiment, il va pour la progression à long terme. Fait que je me suis toujours fait dire, puis un coach aussi avant, que la vitesse, il fallait que tu ailles chercher ça jusqu'à ta puberté, fait que jusqu'à 18 à 21 ans, puis après ça, tu ne peux plus aller chercher de vitesse. Fait qu'on m'avait dit ça, puis ça m'avait quand même. Je m'en étais souvenu, puis à chaque année, c'était vraiment juste d'aller chercher de la vitesse. Je me disais, à 21 ans, je peux plus avoir aucune. Je peux aller en plus. Fait que c'est là que ça compte. Fait que techniquement, par la force des choses, je me suis spécialisé sur le 400 parce que je voulais aller chercher cette cartouche-là parce que je me disais, dans le futur, je vais être un coureur de 800, ben ça va m'être utile. Puis effectivement, c'est quand même utile. Fait que dans le fond, c'était par peur. Tu disais, ben là, si je pourrais plus aller plus vite, fait qu'il faut que je me grouille quand je suis encore jeune un peu d'aller chercher ça. À quelque part, c'est pas juste du faux, mais c'est... C'est un peu vrai. Mais en même temps, t'aimais ça, j'imagine? Oui, j'ai toujours aimé ça, les workouts de sprint, plus que de long. Ouais, donc... des workouts de sprint, ça ressemble à quoi pour me donner une idée? Parce que en fait, j'ai pas vraiment d'idée c'est quoi. Ça pourrait être, exemple, des 150 mètres ou de la vitesse maximum, fait que des 60 mètres vraiment all-out, ou ça peut être même un petit peu plus spécifique 600 mètres, fait que des 200 en 24, en 24 avec quelques récup. Puis c'est quoi de la récup pour vous, les coureurs de 800? La récup, si je fais du spécifique 800, ça pourrait être des 1 minute 30 à 2 minutes. OK, puis plus pas tant. tu descends, plus c'est vers 2 minutes. Mais le problème, quand tu t'entraînes pour un 800, c'est que ton premier tour est peut-être en 24 ou 25. Ben, ton premier 200 est en 24 ou 25. Puis ton dernier, moi, des fois, il est à 30. Là. Fait que ça fait un gros range d'entraînement. Puis quand tu fais du spécifique 800, ben, soit tu t'entraînes pour le premier tour, soit tu t'entraînes pour le dernier. Oh. OK. Puis, OK, mais 2 minutes de repos. OK, je sais pas, j'imagine que c'est peut-être les sprinteurs qui font vraiment comme du 100-200, qu'eux, ils ont des comme... souvent, tu les vois marcher là, sur la piste pendant 4-5 minutes. Moi, je lisais vraiment par rapport aux intervalles sprint, là, tu peux te donner, comme tu disais, all-out là, pendant à peu près 10-12 secondes, puis tu épuises les réserves énergétiques là, à même le muscle. Là. On n'est même pas dans brûler des glucides. Oui, c'est du ATP. C'est du ATP, ça. ATP, c'est ça. Puis c'est pour ça que, Olivier, tu l'as mentionné tantôt, après ça, un 2 minutes 30 de récup. Ça prend en moyenne ça pour que l'énergie se refasse dans les muscles. Fait qu'un 12 secondes sprint all-out comme à 150% VMA, puis 2 minutes 30 pour refaire les réserves. Puis ça, tu peux le répéter. Mais tu as aussi ta réserve anaérobique qui dure, après ça, tu as comme 1 minute. Puis j'imagine que vous allez puiser un petit peu aussi là-dedans parce que tu fais pas juste des sprints de 12 secondes. Là, tu mentionnes. Non, tantôt, il mentionnait un 150 mètres en 16-17. Là. Fait que c'est ça. J'imagine peut-être le 12 secondes est vraiment tout ce que tu peux. Puis les 5 dernières secondes, peut-être qu'il ralentit un peu. Comment ça se passe? Moi, ce que je me suis fait dire, c'est que dans le fond, tu as comme ta vitesse maximale. Exemple, tu fais un 100 mètres, tu as ta vitesse maximale. Puis ensuite, tu as ta vitesse de maintien. Fait que, je sais pas, je pense que c'est ta vitesse de réserve. Fait que si tu t'entraînes, soit tu fais ta vitesse maximale, que elle, je pense que c'est 2 minutes par 10 mètres d'intervalle. Fait qu'exemple, tu fais 30 mètres, ça va te prendre 6 minutes de récupérer. Je suis pas certain que c'est ça, mais en tout cas, c'est 2 minutes par 10 mètres. Puis ensuite, tu as la vitesse de réserve, que là, c'est vraiment, tu essaies de maintenir ta vitesse maximale le plus longtemps possible. Puis à ce moment-là, tu peux avoir un petit peu plus des récup courtes. Fait que des 150 mètres, ben, tu peux avoir un petit peu plus, genre 1 minute 30 de récup ou quelque chose comme ça. OK.
Je pense qu'on se mélange dans tous les termes là, avec, tu sais, je Ouais, pense on parle, toi, on parle plus de termes comme d'entraînement, de comme la récup nécessaire pour tel, versus nous, on était vraiment comme dans le pur science, comme, bon, t'as ton ATP, t'as ton anaérobique, ton aérobique, puis bon, tu sais, c'est sûr, le 10 secondes, ça, c'est si t'es all out, tu sais, puis bon, bref. Euh, bref, donc Mais il y finalement, a beaucoup de science là-dedans, effectivement, quand même. ouais, ouais. non, c'est ça. J'ai l'impression, plus tu vas dans des temps rapides, ben, plus tu essaies d'aller chercher des petites secondes. Ben, Ah ben on oui. utilise la science aussi pour la distance, mais puis bon, puis l'hydratation. En fait, on utilise la science pour les deux. Dans ce cas-ci, peut-être plus ben, pour des millisecondes, peut-être ben, des millisecondes, des secondes aussi des fois. Ça peut être, c'est plus j'imagine dans la technique ou dans le, le, le- comment tu vas visualiser ta course puis tout ça versus le sprint, le cours de distance, ça va plus être dans ben, comment je vais m'assurer d'être en bonne forme pour continuer. Mais bref, là, tu t'es mis à faire des 400, des 800 mètres aussi quand tu as commencé. Puis, donc ça, on est en quelle année quand tu commences à faire ça? 400 et 800, plus de façon plus spécifique, je dirais peut-être 18 ans. Fait que plus vraiment de la grosse vitesse, puis ouais, 400-800 vers 18 ans, 19 ans. Fait qu'en Ça, 2018. dans le fond, c'était en joignant l'équipe là, de l'Université Laval. Là. Ouais, exactement. Ah, Puis, Ouais. est-ce que tu as rejoint l'équipe de cross aussi? Moi, je faisais du cross-country avec Garneau. Fait qu'au cégep, j'étais avec Garneau. Oui. J'ai fait ça pendant 3 ans avec eux. Fait que j'ai allongé un petit peu mon cégep. J'ai fait en 3 ans. J'ai eu 3 saisons avec eux. Mais le OK. COVID est arrivé quand j'aurais pu être dans les crosses avec eux. Fait que l'an passé, avec l'Université Laval, le COVID est comme arrivé. Puis Ah, j'ai c'est changé ça. de l'université cette année. Fait que j'ai pas pu faire les crosses avec l'Université Laval. OK. Euh, je sais pas si ça aurait été une bonne idée ou non, mais ça m'aurait intéressé, c'est sûr. Ouais. Jumeler les deux, ça aurait été comment? Parce que tu continues l'entraînement courte piste l'hiver, là, automne-hiver. Ben, pour s'entraîner pour le 800, c'est vraiment 2 grosses saisons. Fait que pendant les crosses, pendant l'automne, c'est vraiment Ah, tu OK. t'entraînes pour le long, puis tu essaies d'aller chercher le plus de ça, cette filière-là, tu t'entraînes le plus possible là-dedans. Puis ensuite, en gardant un petit peu de vitesse, bien sûr, ben ensuite, vers janvier, là, c'est plus spécifique 800, 400, puis tu continues. OK. La base, Fait la que les deux, la préparation physique générale, c'est vraiment important, même pour le 800. OK. Puis, Fait que les deux se jumellent très bien. Là. ouais. L'entraînement et les compétitions cross et après entraînement et compétitions 400-800. Olivier, je voulais savoir, c'est quand que c'est venu cette décision d'aller t'entraîner aux États-Unis avec Penn State? Est-ce que c'est eux qui t'ont approché ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais eu en tête? Comment ça s'est passé? Ben, moi, j'avais toujours eu l'idée d'aller NCAA un peu en tête, mais c'est quoi qui est un petit peu. J'y pensais, mais pas plus que ça, parce qu'à l'époque, j'étais avec ma copine, ça faisait quasiment 6 ans que j'étais avec elle. Puis, dans le fond, je pensais pas vraiment, puis c'était pas plus important que ça. Jusqu'au moment qu'on se laisse, puis là, ce rêve-là, il prend un petit peu plus de place. Puis là, je commence à me dire, ah, ben si jamais une université me veut, ben je vais essayer pareil, je vais envoyer quelques emails. Fait que j'en ai envoyé, je pense, une dizaine à des universités qui m'intéressaient. J'ai regardé les groupes d'entraînement, puis je regardais vraiment statistiquement, c'est quoi les gars qui sont là, lesquels s'en viennent, lesquels partent, puis j'allais vraiment sélectionner la meilleure université pour moi. Fait que j'en avais trouvé une dizaine, puis je me disais, si ça marche pas avec eux, ben c'est pas plus grave. On est bien à Québec, puis on peut pas être mieux entouré ici. Puis Fait que j'en ai envoyé. c'est quoi qui t'attirait vers ça? Est-ce que c'était les groupes d'entraînement, l'encadrement? Qu'est-ce qui t'intéressait? Moi, avant tout, c'était pour l'expérience. Fait que aller vivre une immersion aux États-Unis, puis vraiment focusser sur l'entraînement. Puis on m'avait dit quand même beaucoup de bons pour le NCAA, même si il y avait certaines histoires qui disaient ils vont profiter de toi, tu vas être vraiment blessé. Puis oui, on a entendu vraiment beaucoup, mais je On pense que entend des deux. c'est très 50-50. Puis si tu vas pas à la bonne place, je pense que c'est très facile de te faire un peu exploiter. Puis c'est ça. Je voulais être sûr que ça arrive pas. Fait que j'avais vraiment des critères spécifiques pour y aller.
Fait que c'est ça, j'ai C'était envoyé quoi, une c'était quoi dizaine. tes critères? Comment t'as fait? Tu sais, mettons qu'on a des auditeurs justement qui se demandent, qui peut-être des jeunes qui regardent. Qu'est-ce que toi tu regardais? Premièrement, je regardais les coachs. Fait que comment je regardais surtout le aller puis venir des athlètes. Fait que, exemple, l'université, que je vois beaucoup de transferts après une année, ça, c'était quand même des bons red flags, qu'est-ce qui se passait là. Puis Ouais. surtout 800 mètres, je regardais aussi la progression générale des gars qui étaient là. Puis un peu du oui-dire, c'est quoi les meilleures universités. Puis moi, on m'avait dit que le Penn State, entre autres, c'était l'université de 800 mètres, puis que c'en était vraiment une bonne, puis les gars avaient une bonne progression. Puis effectivement, je regardais les gars, puis ils arrivaient là à une 50, puis ils repartaient là à une 45, puis c'était pas des gars qui avaient des incroyables talents, qui avaient fait, je sais pas, une 45 quand ils étaient jeunes. Fait que c'était vraiment une progression constante à chaque année. Puis Puis vraiment, c'était comme. 1,45, c'est rapide, là, juste pour les Oui, auditeurs. Tu sais, le record du monde, c'est quoi? C'est 1,43 si je me trompe pas. Puis... une 41. Ah, c'est Une 1,40? 40. C'est 1,40? Ouais, une 40,9. Ah, c'est dégueulasse. Ok, laisse faire. Mon Dieu, c'était quoi son nom déjà? De... David Rudisha. Ouais, Rudisha, David Rudisha. En tout cas, ça, c'est. Allez voir ça sur YouTube si vous n'avez pas déjà vu Rudisha aux Olympiques. Je pense que c'était à Londres, si je me trompe pas, qui avait Je pense que dominé. oui. Ouais. Une 40-91. Que c'était monstrueux. Il avait fait un record du monde aux Olympiques, ce qu'on voit Tout jamais. seul en avant, c'est surtout ça. Là. Sûrement qu'il aurait pu, selon moi, il aurait pu faire une 39 ou peut-être, je sais pas combien, mais oui, tout seul en avant. Oui, tout seul, parce que tu Wow. peux pas avoir de lapin dans des courses aux Olympiques. En tout cas, complètement débile. Mais bref, tu me disais, il y avait des gars de 1,50, 1,45 qui commençaient à 1,50 puis qui finissaient à 1,45, qui est très rapide. Là. Oui, Donc, exact. C'est ça, avec les oui-dire, je me suis vraiment fait dire Penn State en est une bonne, puis pas par pur hasard, mais il était plus intéressé. C'était l'université c'est les coachs qui avaient été le plus intéressés par moi, fait que j'avais envoyé 10 emails, j'avais reçu 3 réponses, puis il y en avait juste une là-dedans qui était un peu plus intéressée par moi, puis que, tu sais, à ce moment-là, moi, j'étais pas si bon que ça en anglais, fait que les ouais. coachs, ils voulaient, la première chose qu'ils te demandent, c'est de te parler, fait qu'ils veulent voir c'est quoi ton niveau d'anglais au final, fait que premier coach qui m'a appelé, c'est un coach de l'université USC. Fait que l'université où André Degrasse a été, Aaron Brown, des bons gars là-bas. Fait que USC, SC, c'est c'est pour San... University of South California. Ouais, South California. South California? Ouais. Ok, oui, ok. Fait qu'en tout cas, le coach m'avait appelé en plein milieu de la journée, puis moi, je savais pas parler anglais, ou presque pas, puis j'étais pas préparé, puis c'est facile de faire des small talks quand tu sais un peu de quoi ça parle, mais il m'avait appelé, puis il m'avait posé plein de questions spécifiques, fait que j'avais vraiment aucune idée quoi dire. Puis je savais quasiment fini que j'avais raccroché, ou presque. Fait que lui, cette université-là, je l'avais complètement exclu, parce qu'effectivement, il m'avait pas réécrit, il voyait bien que mon niveau d'anglais marchait pas. Fait que là, la deuxième université qui était Penn State, là, le coach, il demande pour me parler. Fait que j'ai fait. Mon père, il est venu avec moi, puis on a appelé au téléphone en même temps. Fait qu'il était un petit peu meilleur pour driver la conversation, puis ça dérangeait pas les coachs là-bas. Puis moi, j'étais un petit peu plus à l'aise. J'avais écouté des podcasts avant en anglais, je me pratiquais, puis j'étais vraiment mieux préparé qu'avec le premier. Fait que le coach là-bas, il était super intéressé, puis j'avais entendu vraiment beaucoup de bons de ces coachs-là. Fait que pour moi, c'était le meilleur fit possible. Sauf que là, il planait encore que, tu sais, les scholarships là-bas, c'est difficile. Pas c'est difficile, mais c'est beaucoup. C'est difficile à aller chercher. Puis il y a Ouais. beaucoup de bons athlètes, puis c'est un gros bassin. Fait un full scholarship, c'est difficile à aller chercher, surtout en temps de COVID, où que, tout le monde s'est fait donner une année de plus. Fait que le total est vraiment un petit peu plus bas. C'est comme Il reste moins de réserves, là. C'est quoi un scholarship? Il dans le fond, paye ton université, là. le full scholarship, ok. paye complètement ton université, ta bouffe, ton hébergement, Wow, ok. puis c'est vraiment, t'as tout ce qu'il faut. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'allais chercher. Fait que, au début, les coachs, ils me disaient, ouais, ben, tu vas avoir déboursé un genre de 5 000 $ US, puis ça finissait comme ça. Puis moi, je laissais planer un peu le fait que ça me dérangeait pas de partir, puis ça me dérangeait pas de rester ici, puis ça m'est égal vraiment d'aller là-bas. Puis c'était un petit peu négocier un petit peu ton contrat quelque part. Fait que, Damn! Le négociateur! quelques mois plus tard, là, ils m'ont réécrit, puis on s'est rappelé, puis ils disaient qu'il avait trouvé du financement, puis que tout était correct. J'avais un full scholarship, j'ai fait ma visite, Wow. ils m'ont confirmé ça. Peut-être
2 mois avant que l'école commence, j'ai signé mon contrat, puis c'est là que je suis allé. Cool! Hey, c'est tellement cool, le négociateur. Il fait, moi j'ai pas de problème à rester. Puis là... Honnêtement, c'était pas mon but au départ, parce que là, y aller, en même temps, c'était comme, c'est pas plus grave, de toute façon, je suis bien encadré ici, puis ça va bien. Ouais. C'était juste... Mais tu as commencé en août l'été dernier, dans le fond? En août 2021? Ou même en janvier dernier, je suis rentré... janvier 2022? Ouais. OK. Ils ont comme utilisé, dans le fond, la règle du COVID. Tout le monde s'était fait donner une année de plus. Puis moi, vu que j'étais U-Sport à ce moment-là, j'avais comme reçu une année de plus aussi, je pense. Fait que ça a fait en sorte qu'à la place... dans le fond, quand tu changes d'université, il faut que tu fasses une année redshirt. Fait que redshirt, c'est que tu peux t'entraîner sans vraiment compétitionner pour l'université. Ouais. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont pris l'année que j'avais reçue, puis ils l'ont transformé, ils l'ont utilisé pour mon redshirt. Fait qu'à la place d'avoir une année d'entraînement, j'ai pu commencer à courir dès que je suis arrivé en janvier. C'est ça, tu es embarqué sur les compétitions tout de suite? Oui, parce que moi, ils ont utilisé quelle année comme redshirt? L'année... J'ai fait une année U-Sport. Puis dans le fond, pendant l'année COVID, ils ont comme donné une année de plus à tout le monde. Ou c'est-tu U-Sport? Je pense que c'est NCA. En tout cas, ils ont trafiqué les règles un peu pour me donner une année de plus. Puis me faire directement racer, parce que moi, c'était un des critères. Je voulais pas avoir une année de plus. Là, je venais d'avoir l'année COVID que je ne peux plus courir à U-Sport. Ouais, tu voulais racer. Une année de plus pour courir. Je voulais courir à tout prix. Fait que, c'est ça, ils ont été intelligents avec ça. Ouais, c'est vraiment cool. En tout cas, il était très, très flexible. C'est le fun d'entendre ça. Puis, fait que tu as commencé ça en janvier. C'était comment? Raconte-nous ça, cette expérience-là de... Tu sais, toi, tu parlais dessus. Puis, pour donner une idée, c'était quoi ton niveau d'anglais? Tu nous disais que c'était pas super. C'était quoi quand tu es rentré là? J'étais bon pour écrire puis lire. Mais sinon, le niveau parler puis écouter, c'était vraiment difficile. Fait que pendant un genre de 2 mois, j'ai vraiment fait mes devoirs. J'ai écouté des séries en anglais. J'ai vraiment écouté des podcasts. Puis je me suis pratiqué à parler. Puis ça m'a vraiment aidé pour que j'arrive en janvier. Puis j'avais comme le niveau minimal pour vraiment comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Puis pouvoir parler. Puis quand tu es stressé, c'est encore pire. Tu sais pas quoi dire. Puis, les small talk, c'est facile. Mais aussitôt que tu parles d'autre chose, c'est difficile. Puis tu as une formation à suivre, là. On n'en a pas parlé, mais tu t'en allais dans quel domaine? Tu avais ta formation à suivre aussi? Ouais, moi, avec l'Université Laval, j'étais en génie industriel. Okay. Puis là-bas, j'ai dû switcher en économie. J'ai dû switcher parce que selon les règles d'éligibilité, il fallait que j'aille atteindre 40% de mon bac total après, en tout cas, après la première année. Fait que dans le fond, vu que je suis un athlète en transfert, il y a comme des règles spéciales que, oui, tu peux changer d'université, mais il faut que tu aies atteint 40% de ton bac. Puis moi, changer d'université, puis prendre mon génie, puis l'apporter dans cette université-là, j'atteignais pas ce critère-là. Fait qu'ils ont dû me transporter dans un autre programme international, en économie. C'est le seul qui m'intéressait. Sinon, c'était comme études japonaises, études africaines, des affaires comme ça. Puis j'étais pas... Fait que, économie, c'est un petit peu plus relié à mon domaine d'études de départ. Fait que, en tout cas, j'ai eu plein de cours crédités, des cours du cégep, quasiment du secondaire, puis l'université. Fait que je vais atteindre ce critère-là. Ils ont tout fait pour t'avoir. Ils te voulaient quand même. Là, ils voulaient quand même. Moi, je voulais vraiment y aller, peu importe, juste pour courir. Fait que ça fitait bien. Fait que c'est ça, ils m'ont shippé dans un programme d'économie. Puis pour moi, c'est un petit peu plus des cours d'anglais que d'autres choses. C'est des cours que j'avais quasiment déjà fait au cégep. Je pense que j'ai eu microéconomie que j'avais déjà fait au cégep. J'en ai eu d'autres, des cours vraiment faciles. Puis, tu sais, là-bas, ils mettent beaucoup l'emphase sur le prestige d'une université, puis comment ça coûte cher, puis tout ça. Mais une fois que tu es dans l'université, il y a beaucoup de cours faciles, puis moi, ils m'ont vraiment donné des cours faciles pour être sûr que j'ai pas, parce que c'est un autre critère. Les cours pour les athlètes. Ça paraît bien quand vous passez à... Quand vous avez des bonnes notes, ça paraît très bien, c'est ça? Ça paraît très bien. J'ai jamais des bonnes notes, puis moi, je suis pas très bon à l'école. Fait que, j'étais arrivé là-bas, j'avais un cours, c'était comme un jeu vidéo que je sautais sur Mars avec un petit bonhomme, puis j'apprenais qu'est-ce qui se passait dans la galaxie, puis tout ça. Mais ça me prenait 15 minutes par semaine, puis c'était tout, là. Fait que je vais vraiment me concentrer sur la course. Tu aimerais ça, un jeu pour apprendre, hein? Oui, c'est ça, les jeux vidéo. Je passerais 10 heures par jour. En tout cas,
J'avais des cours vraiment faciles. Il y en avait que j'avais déjà fait que c'est facile. J'ai refait calcul intégral parce que ça faisait trop longtemps que j'avais fait. Ok, ça c'est pas si facile que ça, par contre. Là. Non, c'est ça, c'est pas si facile. Quand tu le refais une deuxième fois, je comprenais les choses différemment. Puis maintenant, je suis très calé en calcul intégral. Je peux faire les deux dans le nez. Mais tu n'as plus vraiment de concentrer sur l'anglais à ce moment-là. Comme tu dis, quasiment chaque cours est une formation en anglais. Là. C'est ça, exact. Pour moi, c'était des cours d'anglais, peu importe lequel que j'allais, puis c'était juste des activités. Puis c'est ça, fait que j'ai vraiment, mon niveau d'anglais vraiment step up pendant ces mois-là. On l'entend, step up. J'ai passé un gars en janvier qui parlait presque pas, un gars en mai qui comprenait vraiment tout ce qu'on me disait, puis ça a vraiment fait une différence. Ouais. Okay. Puis ça, c'était en janvier l'année précédente, là, pas... là, en 2022. Janvier là, ok, tu viens de commencer, ok, cool. Fait que, en tout cas, pour l'aspect anglais, je me suis vraiment amélioré là-dessus. Puis j'avais un ami aussi que lui il y a beaucoup d'étudiants internationaux à Penn State, fait que j'avais un ami qui courait aussi avec moi, qui vient du Japon. Puis lui, c'est comme s'il partait 6 mois avant que j'arrive en janvier. C'est comme s'il y avait 6 mois de retard en anglais sur moi. Fait il parlait encore moins anglais, puis au moins on se comprenait, je me faisais un ami parce qu'on pouvait dire un peu n'importe quoi, puis on se comprenait en tout cas. Tu sais ça, au final, je suis arrivé à Penn State, les coachs, ça allait super bien, ils ont vraiment des bonnes planifs, puis la récupération là-bas, tout est A1. Le groupe d'entraînement aussi, j'ai plein d'amis de 800 qui performent bien, parce que justement, c'est une université de 800 mètres. Sinon, pour l'hébergement, j'étais avec... Il y a des gars là-bas qui avaient loué une maison, puis ils m'avaient trouvé une chambre. Fait que je payais un petit loyer. Je payais un petit loyer, puis je pouvais faire ma nourriture. J'avais mon auto. Fait que j'étais à 5 minutes de l'université. J'allais faire mes cours. Fait que j'étais pas trop dépaysé. Puis en plus, ce qui est fou à Penn State, c'est que, tu sais, on s'imagine, c'est dans une grosse ville ou peu importe où tu vas, NCA, c'est dans des grosses villes. Mais non, c'est comme si j'habitais à Neuville, que j'entendais les vaches pendant la nuit, puis que je mettais l'Université Laval dans Neuville. Fait que la nuit, je me couchais, je pouvais entendre les vaches, puis je voyais les vaches derrière. Puis le jour, j'allais à l'université, puis c'est des énormes complexes, c'est gigantesque. Fait que j'étais pas trop dépaysé. Mais c'est dans des petites villes ou des villes rurales, dans le fond. Ouais, exact, ça s'appelle State College, la ville là-bas. Ouais. OK. Fait que dans Pennsylvanie... Moi, j'ai toujours trouvé un avantage à ça. Une université ou un cégep dans une zone rurale, c'est que l'élève va rester à l'école. Oui, il ne partira pas pour aller au cinéma, au resto, il n'y en a pas. Il va rester dans l'école, puis il va étudier, puis il va faire ces choses qu'il a à faire. C'est ça. L'université USC, c'est en plein cœur de Miami. En plein cœur de... Non, c'est en Californie, donc... En plein cœur de Los Angeles. Ouais, c'est ça. J'imagine pas, tu sais, c'est difficile de se concentrer, puis tu as tellement d'attractions, mais à State College, il n'y a rien du tout à faire, puis à part courir étudier, c'était tout, mais il n'y avait rien d'autre. Oui, c'est parfait. Prendre de la drogue. Non. En tout cas. Fait que, bref, j'imagine que tu as une expérience assez positive de ça, du moins de ce qu'on entend, de ta session que tu as passée là jusqu'à présent. En ce moment, tu es là? Non, présentement, je suis chez ma copine à Québec. OK. Donc, tu es en vacances d'été, là, en ce moment. Oui, exactement. Je passe l'été à Québec. Bon. Puis, là, quand tu es... excuse, je reviens au moment quand il a commencé l'école, l'université. Tu sais, rapidement, tu as eu des compétitions. Puis, comment ça marche pour les compétitions? Il y a quand même du voyagement. Beaucoup. Tu vas dans d'autres États, dans d'autres villes. Avec l'école, comment tu matches ça? Dans le fond, à un certain moment, on avait tellement de compétitions qu'on partait le mercredi ou jeudi, puis on revenait le dimanche. Fait que ça me laissait quasiment 2-3 jours d'école. Fait qu'une chance que l'école était vraiment facile, parce que c'était un gros challenge. Mais en tout cas, on partait le mercredi, jeudi. On prenait un vol ou on prenait un autobus. On allait à une nouvelle... à chaque semaine, on avait une nouvelle. Fait qu'on a couru en Floride, dans plusieurs États américains. Mm-hmm. Fait que, ce qui est fou aussi, c'est que là-bas, par exemple, tu te donnes ton calendrier, fait que cette semaine, tu t'en vas à Miami, on part à telle heure, telle date, tout est bien aligné, où est-ce que tu t'en vas. Il te donne un per diem, fait qu'il te donne de l'argent pour manger, puis tu n'as pas à t'occuper de rien.
Fait que tu fais juste courir le samedi, le dimanche. On revient. Puis vous êtes toujours en gang aussi, là. Tu ne veux pas partir tout seul, là, j'imagine. Oui, exact. C'est un groupe, toute l'équipe, la délégation qui est là. C'est pas chaque athlète qui race à chaque semaine, mais en général, il y a une bonne délégation, on a au moins 10, 12, 15, puis on suit. Ça faisait différent que d'un an avant que je voyageais tout seul pendant. Ouais, ben oui. C'est stressant, puis c'est pas la même chose, pas la même game. Non, c'est ça. L'effet de gang est vraiment le fun là, avec l'ambiance et tout. Puis c'est ça, d'ailleurs, parlant d'équipe, là, tu fais des compétitions là, 4x400, 4x800. C'est des compétitions à relais. Y a-tu du 4x800 ou je me trompe? Oui. Oui, on en a fait un, puis ça s'appelle les Penn Relays. Penn Relays, c'est à Philadelphie. On avait fait un 4x800. Tu faisais-tu du relais avant? T'avais-tu touché à ça un peu? Oui, j'en ai fait quelques-uns dans le passé, mais là, cette année, j'ai dû en faire une dizaine. Ouais, puis là, c'est très relevé. C'est très relevé, là. Comment ça se passe pour ces compétitions-là? Le gros de l'année, c'est plus des compétitions un peu. C'est moins important, fait que c'est plus. Tu t'en vas montrer les couleurs de Penn State un peu partout. Fait que, mais par contre, peu importe où tu vas, c'est des compétitions avec des calibres incroyables. Fait que, exemple, moi, mon 400, j'arrivais à faire, vu que c'est lancé, fait que j'ai pas à faire de départ arrêté. Je pouvais faire 46 flat ou presque. Mais les gars là-bas, si tu fais pas en bas de 45, t'es même pas dans la game. Fait que, OK. moi, j'étais comme le meilleur. Je viens compléter la team de Penn State, fait que j'étais comme le 4e partant. Fait que, ouais. Ça veut dire que tu es le 4e coureur? Tu es celui qui termine la course? Ouais. OK. Wow. Est-ce que vous avez toujours le même rôle ou le même rang, dans le fond? Ça varie beaucoup, mais moi, j'ai jamais eu le rôle de partir parce que les sprinteurs sont pas habitués de partir dans des blocs. Moi, je pense que j'en ai fait 2 fois cette année. Fait que c'est ça. Souvent, j'étais 4e, 3e, puis je finissais la course. OK. Quand même une belle pression là, quand tu es le 4e pour finir. Ouais, c'est ça. Il faut que tu un rôle important. Ouais, c'est le fun. C'était souvent ça ma job. Les gars de 400 là-bas, ils partent en, je sais pas, 21 le premier 200, puis ils cassent en 25, 26. Ben moi, j'étais plus constant, puis je faisais 23, 23 par exemple. Fait les gars, ils me dépassaient de, je sais pas, 20 mètres, puis ma job, c'est d'aller les rechercher vers la fin, puis j'étais bon pour ça. Fait j'avais le meilleur mandat selon moi. Wow, c'est cool. Puis, vous êtes combien, mettons, environ dans votre équipe, mettons, de coureurs de 800? Je dirais les coureurs de 800, on doit être 5 ou 6. Non, 6 ou 7. Puis en général, l'équipe de Penn State, juste les gars, on doit être 25, environ 25. L'équipe d'athlétisme? Ouais, l'équipe d'athlétisme. OK, cool. Quand même un bon groupe, somme toute. Ouais. Puis, cool. Je voulais brièvement revenir sur ta performance au championnat canadien. Tu es allé faire un record personnel, puis tu es allé chercher une médaille de bronze. Tout d'abord, j'aimerais savoir à quoi tu pensais quand tu t'en allais dans cette course-là. Je pense que est-ce que tu avais fait juste en bas d'une 48 avant? Oui, c'est ça. La première fois que j'ai franchi une 48, c'était 3 semaines avant à Portland. Puis ça avait été mon PB. Fait que moi, j'arrivais au championnat canadien, puis j'avais aucune. Je visais rien. Je visais juste à avoir du plaisir, puis c'était juste du bonus. Moi, passer la saison NCAA, que j'avais eu 28 courses de suite, c'était juste du bonus. Puis j'ai racé un petit peu avant, la semaine avant, j'ai racé un 400 puis un 800 à Vancouver. Fait que j'avais pas vraiment d'objectif en tête, honnêtement, pour les Canadiens. C'était juste d'essayer de me rendre en finale, puis de faire le mieux que je pouvais. Puis je pensais pas avoir les jambes pour faire une autre PB ou une autre fois une 47. J'avais aucune idée que j'avais ça dans les jambes. Ton objectif, là, c'était de te rendre en finale. C'était pas de bien faire en finale. C'était juste de te rendre en finale. Pour donner une idée aux auditeurs d'où c'est sorti cette performance-là. En finale, il y a 8 coureurs. Ouais, 8 coureurs. Fait que là, tu as réussi à te qualifier. Est-ce que c'était difficile, puis est-ce que tu t'y attendais ou... Non, ben honnêtement, ce qui était fou, c'est qu'après Portland, j'ai vraiment tombé en genre de mini off-season. Fait que c'était juste, j'essayais de courir à chaque jour, je savais qu'est-ce qui s'en venait, j'avais
un 400, 800, les championnats canadiens. Fait que c'est juste continuer à m'entraîner tranquillement, mais vraiment sans stress, juste avoir du plaisir. Fait que j'ai fait le 800, le premier 800 avant les Canadiens, ça avait bien été. J'ai fait une 48,7. Fait que là, je me disais, tu sais, je suis encore en shape, ça va encore bien. Je suis en train de courir sur le talent ou presque, puis sur les années d'entraînement. Mais rendu au Canadien, je pensais jamais. J'y allais vraiment au jour le jour. Fait que la demi-finale, c'était juste d'être capable de suivre le gars en avant de moi, puis ça a donné vraiment une bonne course. Puis en finale aussi, honnêtement, j'avais aucun objectif, comme j'ai dit, puis c'était juste d'apprécier courir, puis d'aimer ça. Puis je me souviens que j'étais tellement relax sur la ligne de départ en finale des Canadiens que c'est la première fois que ça m'arrivait, mais j'ai baillé 2 fois, puis je comprenais pas pourquoi j'étais aussi relax comme ça. Et c'est les Canadiens, puis je comprenais pas, j'étais juste, ben parfait, c'est une autre course, puis j'adore courir. Mais je comprends l'histoire de bailler, mais comme de dire, je suis tellement relax, genre, c'est comme... Ok, mais je comprends un peu le mindset, je comprends de t'es là, c'est juste du bonus, whatever. Puis tu sais, en même temps, t'as aucune attente, t'es en finale, t'es comme, ok, je vais juste racer, je vais finir peut-être 8e, 7e, t'sais, pas grave, j'ai réussi à me rendre en finale. Puis cet état d'esprit-là, penses-tu que c'est ça qui t'a permis juste... Ou c'est quoi? Est-ce que c'est que les autres ont eu une mauvaise course? Genre, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé, parce que j'imagine que t'étais pas ranké numéro 3, là, initialement, selon les temps. J'étais ranké, je pense, 7 ou 8e, selon mes temps. Puis moi, ce qui était fou là-dedans, c'est que après la saison NCAA, c'est comme si ma saison, moi, je pensais pas... Je visais juste les Canadiens, je me disais, je vais faire le mieux que je peux, parce que pour avoir ton standard excellence, il faut que tu cours aux Canadiens. Fait que peu importe ce qui arrivait, j'allais courir aux Canadiens. Fait que moi, c'est juste de pas avoir l'air trop faux aux Canadiens, puis juste apprécier courir. Puis En fait, tu le faisais juste pour avoir ton standard techniquement. Parce qu'il faut que tu fasses ça. C'est ça. C'est débile. Là. Tu t'allais pas là pour rien d'autre que juste, non. Ok, je veux avoir mon statut d'élite. Là. Ben, en tout cas, c'est ça. Après la saison NCAA, là, j'avais eu ma première course à Portland. Puis, tu sais, la veille, j'étais vraiment relax. On est allé faire un hike, l'équipe de Penn State. On est allé faire un hike, je pense, ça a duré 3 heures. Puis, j'avais voulu toujours essayer un genre de... essayer une nouvelle stratégie, puis c'était prendre une bière la veille, fait que voir est-ce que ça fait un impact. Fait que j'ai essayé ça la première fois. Pourquoi? Ben, une nouvelle stratégie! Puis, tu sais, c'est juste être tellement relax. Je pense que le stress, c'est juste... Ça nous impacte tellement plus qu'on pense. Puis, j'ai fait la même chose avant la finale des Canadiens. J'ai pris une bière aussi, puis je pense que j'en avais même pris 2. Puis, j'ai pris 2 bières, puis je pense que ça aide au final. Genre, ça aide à relaxer, ben oui. Ça faisait quelques coureurs que j'entendais dire que, ah oui, en championnat, ben moi, je prends de la bière, puis genre, je m'empêche pas, puis ça va bien. Nick Simmons, qui est un coureur de 800. Nick Simmons, ben oui. Il prenait de la bière, puis ça l'aidait à pas être stressé, puis effectivement, ça marche bien. Puis j'ai fait mes meilleures performances avec une bière la veille. Puis c'est ça. On a un scoop, là. On a un scoop au monde de la course. Buvez de l'alcool pour courir plus vite sur 800 mètres. Ça. Honnêtement, oui. Puis pas juste sur le 800. Ma copine qui vient de faire un 1500 ou qui a fait plusieurs courses récemment, elle a tout fait ses PB avec une bière la veille. Puis honnêtement, j'essaie de rechercher pourquoi. J'ai quelques hypothèses là-dessus, mais ça marche pour vrai. Puis moi, j'ai des amis à Québec, je me suis toujours posé la question, pourquoi ils prennent 5 ou 6 bières la veille, puis ils peuvent faire une vraiment bonne course. Puis j'ai un de mes très bons amis, Raphaël Giguère, lui, il a fait les cross-country l'an passé, puis une de ses excellentes courses, il a pris 5 ou 6 bières la veille, peut-être plus. Il avait eu une excellente course. Puis, je me pose vraiment la question, pourquoi ça aide, puis... J'ai dit mais... Oui, c'est ça, il y a des hypothèses, mais tu sais, 1 ou 2, ok, le 5 ou 6, on s'entend que peut-être que ça peut être malsain pour le lendemain pour être compétitif. Mais tu sais, peut-être le 1 ou 2, il y a peut-être un effet placebo un peu. Ton cerveau se dit, je suis relax, j'ai pas de stress, j'ai pas d'anxiété, je prends ma petite bière, je suis confortable. Puis le lendemain, quand tu es sur ta course, tu essaies de garder ce même minding-là. Peut-être un meilleur, tu sais, justement, tu dis placebo, tu mets dans un mindset que tu es relax, tu dors mieux, tu dors pas à penser 1000 fois à ta course,
Peut-être ça. Ouais, peut-être en allant chercher ça. Ce qui est fou un peu, c'est que moi, mon hypothèse, c'est d'autres choses. J'avais déjà remarqué, je faisais beaucoup d'acné quand j'étais plus jeune. Puis dans le fond, l'acné, c'est de l'acné d'inflammation. Fait que plus je faisais des gros workouts, plus j'avais de l'acné le lendemain quand je me réveillais. Puis étrangement, j'avais remarqué, quand j'ai vraiment une courte nuit de sommeil, exemple 3, 4, 5 heures, genre, j'avais plus aucune acné. Puis c'était vraiment, je sais pas qu'est-ce qui se passait. Ça réduit l'inflammation, j'ai l'impression, OK? Même affaire quand je prenais des grosses brosses, puis exemple, je buvais vraiment beaucoup, c'est passé la même chose. Fait que je me suis demandé à quelque part, est-ce que la bière, ça peut pas réduire l'inflammation? Puis l'inflammation, ça agit comme un bain... Ben, une bière, ça agit pas comme un bain de glace. Puis, en tout cas, je me suis tourné vers peut-être. Puis, tu sais, il y a rien de scientifique là-dedans. Non, il y a rien de... Ça, c'est... Ça marche, puis je comprends pas pourquoi. C'est incroyable. Fait que, on a non seulement le remède pour obtenir des PB. Quoi? C'est quoi? Non, parce que je disais, n'allez pas vous saouler la veille d'une compétition. Non. Je pense qu'une bière, c'est bien, mais tu sais, est-ce que c'est à cause de la bière ou c'est parce que je suis moins stressé ou parce que je suis vraiment confiant de faire une bonne course ou que ça m'implique pas? Il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose là. C'est... je pense qu'il y a quelque chose là. On vient d'avoir un scoop. On a le remède au PB, pour si vous êtes plus capable de faire vos PB, et à l'acné, donc 2 en 1, l'alcool. Puis moi, ça faisait, je sais pas si tu connais le coureur Ryan Hall. Oui, ben oui. Avant de faire son record au demi-marathon, il avait dormi, je pense, 4 ou 5 heures. Peut-être 3-4 heures parce qu'il était stressé. Puis il avait fait son record du marathon. Même chose avec Drew Hunter, qui est un coureur qui avait fait il avait fait son 2 miles, son record aux 2 miles. Il avait fait un temps incroyable. Puis il avait été malade la veille, puis il avait dormi 4 ou 5 heures. OK, mais puis, finalement, d'être relaxé, ça aide pas? Ce que je pense qui se passe, c'est que le sommeil, c'est comme ça t'aide à récupérer, t'es d'accord? Oui, ben c'est ça. Fait que eux, pourquoi ils récupèrent pas bien? Quand t'es en entraînement, c'est bon de bien dormir puis de récupérer. Mais rendu en mode race, c'est le contraire. Faut pas que tu sois en mode récupération, sinon ton corps peut pas bien performer, peut plus d'inflammation. Fait que tu te mets en mode fight or flight, là. Tu te mets en mode en edge. Fight or flight, peut-être un petit boost. Puis quand tu prends de l'alcool, ben ça t'empêche de bien dormir, de bien récupérer. T'es rendu en mode fight. OK. OK, fait que c'est le contraire de ce qu'on avançait. C'est pas la petite bière pour être pour bien dormir. Non. C'est la petite bière pour fucker ton sommeil pour que tu sois comme en edge. Et oui, 3 autres choses qui font la même chose. Prendre des Advil la veille d'une race qui enlève l'inflammation. Sinon, un bain de glace enlève l'inflammation aussi. Ben, toutes ces affaires-là, on m'a toujours dit, moi en entraînement, c'est pas bon de prendre des Advil, exemple, après un gros workout, sinon tu perds des gains. C'est pas bon de faire un bain de glace après un gros workout parce que tu perds des gains aussi. Ouais. C'est pas bon de prendre la tête après des gros workouts. Fait, toutes ces affaires-là, selon moi, ça bloque la récupération. Mais tandis à racer, ça aide. Oui, mais en effet, un bain de glace, c'est bon si c'est avant une race. C'est pas bon parce que justement, tu réduis l'inflammation puis tu dis pas à ton corps de récupérer. Mais si c'est avant une race, ça peut te permettre d'être prêt pour la race. Mais oui, continue. Oui. Puis c'est ça, je pense que l'alcool, ça vient t'empêcher de bien dormir. Fait que t'es en mode fight ou t'es en mode intoxication. Au final, l'alcool, c'est... T'es intoxiqué, fait que ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se défendre, puis il booste, puis genre, ça a fait écouter des podcasts, des articles. Il y en a beaucoup des performances vraiment grandioses qui sont faites avec l'alcool la veille, ou genre des nuits de sommeil vraiment courtes, ou peu importe. Là. Mais en tout cas, c'est magique. En ce moment, je me sens comme Joe Rogan, puis là... On fait nos hypothèses là, des aliens puis tout ça, mais c'est des hypothèses, mais tu sais, regarde, c'est quand même intéressant. Puis c'est vrai que j'ai déjà bu des bières en des courses, puis j'ai pas si mal performé, mais I guess j'ai trop cette anxiété-là de faire ça une grosse course importante. Mais I guess quand tu fais des 800 mètres, l'avantage justement, puis on va en parler, t'en fais beaucoup. C'est pas comme un marathon que tu en fais 2 par année max. T'sais, toi, on mentionnait, tu avais fait 25 compétitions depuis le début de l'année. Fait que disons que tu as un peu plus de chances d'essais et erreurs. Puis donc, tu as fait un peu ça, je suppose, de tester différents trucs. Puis en ce moment, tu es dans ce mode de test-là. Pendant la saison entière, j'ai pas eu le guts de prendre de la bière dans ma race parce que honnêtement, c'est juste...
C'est Si tu important. performes pas bien, tu vas te faire taper ses doigts, ils vont te demander pourquoi. Si tu dis que tu prends de la bière, ben là, ça marche. Ouais. Aux États-Unis, t'es Exact. mort. Là. Ils sont tellement stricts sur l'alcool, c'est débile. Là. Ouais. Fait qu'après les NCA, j'ai vraiment essayé plein de choses. Puis il y en a qui marchent bien. Qui changent. Fait que t'as pris une bière avant ta finale de 800 mètres. Une bière avant ma finale de 800 mètres, puis une bière avant mon 800 mètres à Portland. Fait que mes deux seuls 1,47 de l'année, ça a été à ce moment-là. Tes 2 records personnels. Ouais. Puis tu parlais de Joe Rogan tantôt, tu sais, je l'écoutais parler avec Georges Saint-Pierre, puis il me disait, Oui. C'est quoi les seuls 2 combats qu'il a perdus dans sa vie, il me disait qu'il avait super bien dormi, puis tous ses autres combats, il était pas capable de dormir, puis ça allait pas bien. Fait que c'est juste d'autres histoires Fait comme qu'on ça. a aussi les données se rajoutent, là, nos données, un moment donné. On va bâtir un dossier. Là. Oui, vas-y. Ça, pour le sommeil, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de monde que, tu sais, les compétitions sont tôt le lendemain. Fait qu'il y a plein de monde qui dorment mal la veille, là, parce que tu penses à ta course du lendemain. Puis ça peut agir sur toi, tu sais, ça peut agir sur, tu sais, ça peut te faire des pensées négatives, tu sais, de dire, j'ai mal dormi, je vais peut-être avoir de la misère à courir. Tout ça donne des excuses aussi. Ouais, mais ça, par exemple, c'est que tu peux revirer ça positivement en disant que ça vaut peut-être la peine, justement, c'est ça, tu n'as pas une bonne nuit de sommeil, mais virer ça à ton avantage, dire, mon corps est plus primé, puis je vais être prêt à performer, tu sais. Ouais. Mais par contre, j'ai aussi trouvé 2 jours avant, c'est vraiment important d'avoir une bonne nuit de sommeil, puis, tu sais, c'est là que tu vas chercher ta récupération, puis là, à partir de là, tu tombes en mode fight. Tu vas en mode fight. Puis j'ai essayé aussi ça avant la sélection des Jeux du Cannes. J'avais pris une bière la veille, puis c'est un autre exemple. Puis t'as performé, Krim. T'as livré la marchandise. Là, ouais. Ah ben, tabarouette. Parlant des performances là, de tout printemps, été, là, toutes les compétitions que tu as fait, on aime beaucoup, nous, regarder le pointage IAAF. Là, puis quand c'est en haut de 1000, on dit c'est super. Écoute, toutes tes courses sont en haut de 1000, à part une. À part celle du 15 mai, Université de Minnesota, mais sinon, c'est en haut de 1000 tout le temps. C'est incroyable, tu réussis à performer. Puis c'est toujours des top 6 et moins. Là. Je veux dire, entre 1 et 6, les positions, c'est fou. Oui, ben c'était ça le gros objectif de l'année, être constant. Puis peu importe que je ne fasse pas une 47, au moins que je sois tout le temps en bas d'une 50, puis un jour, je vais avoir la bonne course. Sauf le Big Ten, je pense qu'on était parti je pense que c'était une flat le premier 400. Fait on avait Big vraiment. Une flat le premier 400. On avait closé en 52. C'était fou comme OK, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que ça avait été plus lent. Wow. Et ça, c'est quand on parle de course stratégique. Là, oui, ça a l'air lent, là, une flat, mais pour un coureur qui fait une 47, c'est. Je veux dire, ça a l'air rapide, mais pour un coureur qui fait une 47, c'est lent. C'est closé en 52 qui était vraiment fou. Ouais. C'est ça. Puis, tu as eu une disqualification le 27 mai, NCA. Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, fait que là, c'était les premiers rounds des NCA. Fait que quand ça marche NCA, tu as le premier round. Après ça, tout le monde est invité à aller en Oregon. Fait que tu as la demi-finale et la finale. Fait que premier round, j'ai ma course. Fallait que tu fasses top 16 pour te rendre en Oregon. Puis pendant ma course, c'était pas des bonnes conditions, il y avait du vent, fait que ça bougeait vraiment plus dans le peloton, on n'est pas parti si vite que ça. Puis vers la fin, moi, j'étais complètement boxé, je me suis fait vraiment avaler complètement dans la vague. Puis dernier 100 mètres, j'étais dans la shape de ma vie à ce moment-là, mais j'ai pas pu faire aucun move. Puis en face de moi, il y avait 2 grands gars. Il y en a un qui décide de passer, qui va le long du dernier stretch. Puis moi, j'essaie de me faufiler dans l'ouverture qui vient de se créer. Mais en même temps, il y a un autre plus gros gars qui était peut-être 2 fois ma taille. Il passe, il prend le trou. Puis là, moi, j'essaie de passer dans ce qui reste. Fait qu'il reste peut-être ça. J'essaie de passer, j'ai pris mes mains comme ça. Puis j'ai poussé un peu sans le vouloir. Mais tu sais, je voyais mon spot en avant de moi. Puis je le voyais derrière l'autre gars qui était cassé à la fin. Mais j'ai poussé l'autre gars. Je me suis fait des coups à la fin. Mais de toute façon, je n'étais pas cassé. Puis j'ai fini 6e ou 7e. Ben c'est ça, tu perdais rien à te faire DQ parce que sinon, si tu faisais rien, tu passais pas de toute façon. Exact, c'est un tout ou rien. Est-ce que vous avez le droit de pousser un peu, puis il y a une limite que tu peux pas pousser trop ou tu peux pas toucher à tes partenaires? Oui. Il y a une limite tolérable. Ouais. C'est plus, faut pas que ça soit intentionnel, faut pas que tu bouges trop le coude. Souvent, tu essaies de pas bouger
tu prends le plus de place et tu essaies de ne pas bouger pour ne pas te faire décrire. Ok. C'est gros bon sens. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas que ça ait de l'impact sur l'autre coureur, dans le fond. Exact. Ouais. Puis il faut, tu sais, c'est comme les règles en Formule 1, puis tout, t'as ta ligne à toi, j'imagine, tu sais, puis t'as ton espace à toi, puis t'essaies que ton espace soit assez large, puis... Mais c'est ça, c'était intéressant, ces courses-là, c'est quand même très stratégique. Mais je voulais juste revenir avant ça, c'est ça, ben, à ta course des championnats canadiens, à la finale, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui passait? Tu disais que t'étais ultra relax, t'avais bu ta bière, puis bon, le gun part, là, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'avais comme plan de match que peu importe ce qui se passait, j'embarquais avec les gars en avant. Fait que t'as deux gros gars en avant, t'as Brandon McBride puis Marco Arop. C'est des gars que tu peux pas passer plus lent que 52 au premier tour parce que c'est des gars d'une 45, 44, 43. Fait que c'était juste d'embarquer avec ces gars-là puis d'y aller all-in, peu importe ce qui se passe. Il reste une course à la saison, c'est juste du bonus. Fait que j'ai embarqué avec le premier qui s'est mis, c'est Brandon McBride. J'ai embarqué avec lui le premier 200, 300. Ensuite, il y a Marco Arop qui nous a passé, puis il est allé en avant de moi. Fait que j'avais deux bons gars en avant de moi qui étaient quasiment des pacers de luxe. Fait que je les ai suivis jusqu'à 500 mètres. Rendu à 500 mètres, ils ont donné un énorme coup, ils sont partis au sprint, puis j'étais pas capable d'embarquer. Puis dernièrement, à partir de là, les gars, ils ont commencé à kicker trop tôt. Fait que, ils m'ont dépassé. Il y a deux gars qui m'ont dépassé. Puis jusqu'à 100 mètres de la fin, j'étais cinquième. Puis c'est là que j'ai donné quand même un bon coup. Le dernier 100 mètres, il me restait. Je sais pas, j'ai sorti ça d'où, mais j'ai sorti un bon kick. J'ai été chercher 2, 3 gars. Puis j'ai fini troisième à cause de ça. Ouais. Comment tu te sentais? Ah, je me sentais invincible à ce moment-là. C'était la meilleure course de ma vie. Puis j'ai jamais autant bien filé, je pense. Genre, tout était parfait. J'ai pas cassé. Le dernier 100 mètres, je filais rapide puis fort. Puis c'est ma meilleure course de l'année, définitivement. Wow. Puis tu as terminé à combien du deuxième? Parce que tu disais qu'il avait pris quand même une bonne avance, Marco puis l'autre coureur. Je me rappelle pas. Brandon, il a fini, je pense que c'est 45,17. OK, quand même à 2 secondes. Ouais, à 2 secondes. Est-ce que dans tes objectifs, là, j'imagine c'est continuer de réduire le temps? Ouais, t'avais dit une 45 tantôt, j'ai compris. Ben, c'est sûr, tu sais, une 45, c'est peut-être une prochaine étape d'ici 2 ans, mais ça reste un énorme step parce qu'à une 45, là, c'est vraiment les standards, championnat du monde, olympique, peu importe, c'est le temps à atteindre. Puis sûrement qu'il va encore descendre, mais pour l'instant, 45, c'est comme l'objectif à long terme. OK. Sinon, une 46 à court terme, genre? À court terme, oui. Ben, moi, j'ai été stické. Une seconde par année? J'ai été stické sur une 47 pendant quasiment 2 ans et demi que je voulais juste faire une 47. Puis à chaque fois, j'allais sur une ligne de départ, je voulais faire une 47. Mais ça n'arrivait jamais, fait que c'était démoralisant à chaque fois. Puis là, cette année, c'était juste, tu sais, peu importe ce qui arrive, donne le meilleur que tu as, sois constant, puis ça va arriver un jour. Puis effectivement, ça arrive. OK. Wow. Dans le fond, c'est de continuer à progresser. Puis... Ouais. Fait que là, je me mets plus. Ça a été difficile d'avoir 2 ans à viser une 47. Fait que là, je me mets plus vraiment de gros objectifs, exemple 45 ou 46. Ça va être juste apprécier courir, apprécier m'entraîner. On a un sport tellement simple, c'est juste d'aimer le sport. Ouais. Cool. D'aimer la compétition aussi, t'en fais tellement, là, aimer compétitionner, puis... oui, exact. Aimer chaque course, puis juste être compétitif, te dépasser soi-même aussi, essayer de gagner des courses, ça, c'est un autre très bel objectif. Ouais. Wow. Ben, y a-tu des bourses pour ces courses-là? Excuse. Parce que, tu sais, des fois, les courses sur route, il y a des bourses, tout ça. Pas les championnats canadiens, en tout cas. Non, NCA, il n'y a aucune bourse parce que... T'as pas le droit. Pas le droit. Okay. Sinon, les Canadiens, pas de bourse non plus. 2 courses avant les Canadiens, il y avait des petites bourses, mais sinon, pas plus. Mais en tant que coureur NCA, je pense que tu n'as pas le droit de recevoir des bourses. Non, effectivement, aucune bourse. Puis là, ils ont sorti quelque chose il y a 2 ans. C'est comme des deals, NIL. Je me souviens plus c'est quoi le nom, mais c'est des NIL deals. Fait que genre, tu peux signer des petits contrats d'image, mais pas plus. Mais les Canadiens qui vont aux États-Unis, ils se font comme un peu avoir parce que si tu es sur un visa américain d'études, tu peux pas avoir de travail, fait que tu peux pas avoir de salaire. Fait que même s'il y a maintenant des deals que tu peux faire, ben, toi, tu n'y as pas accès. Ouais, non, ça, c'était quelque chose qui m'avait quand même choqué, tu sais, que moi, je racontais, quand je travaillais un camp de course aux États-Unis, je leur racontais, j'ai fait 500$ de bourse à telle course, puis ils disaient, comment, t'as le droit?
J'étais comme, ben ouais, pourquoi pas? Puis en tout cas, c'est les règles de la NCAA, bon, eux, ils ont un gros système qui est ils reçoivent beaucoup d'argent de Nike et compagnie. Fait que bon, c'est sûr, en échange, ils ont des redevances. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on finissait sur une belle note là, avec ta victoire aux 800 mètres. Je sais pas si tu avais d'autres questions, Mathieu. Oui, en fait, cet été, tu fais quoi cet été? Oui, c'est tes quoi le objectifs planning, futurs. Le gros planning, ça va être de recommencer à m'entraîner, vraiment être constant dans mes kilos. Fait que j'ai recommencé il y a une semaine. Fait que juste de remonter tranquillement à 70, 75, être constant pendant les 6 prochains mois pour préparer la saison d'hiver. Puis sinon, il y a aussi les Jeux du Canada. Je mets pas une énorme emphase sur le 400, mais je pense que tant qu'à faire une bonne planif de plus basée sur le sprint, ben ça va être le fun d'aller me tester dans un mois sur un 400 mètres. Ouais, à Niagara. C'est la compétition à Niagara, c'est ça. Sûrement qu'il va y avoir un 4x400 aussi. Fait que c'est ça la première étape. Puis, est-ce que tu penses que tu as des bonnes chances de l'emporter? Parce que, tu sais, chez Jeux du Canada, ils sont plus jeunes, la plupart. Fait que, tu sais, t'es quand même, on dirait que tu es à un niveau, malgré ton jeune âge, entre parenthèses, tu as un niveau quand même, tu as fini 3e au senior, championnat senior. Est-ce que tu penses que tu as quand même des bonnes chances là-bas? C'est une bonne question. J'ai pas encore vu les listes de départ pour le 400. Mais techniquement, U23, je suis classé 7 ou 8e. Fait que, tu sais, j'étais à peu près pour les championnats Canada aussi, mais là-dedans, tu sais, il y a beaucoup de gars NCA. Je sais pas s'ils vont aller aux Jeux du Canada aussi. Fait que j'ai hâte de voir qui est-ce qui va y aller, puis peut-être que j'ai des chances. Tu sais, moi, encore une fois, l'objectif, ça va être juste de faire une finale, puis juste de faire un top 8. Puis après ça, c'est juste bonus. Ouais. Jeux du Canada, c'est U23, hein? C'est en bas de 23. OK, ouais. U23, même, je pense que c'est U24 parce qu'il y a eu l'année COVID. Ouais, c'est ça, ils ont donné une dernière chance. OK, cool. Okay. Cool. Puis pour le 400, ça va marcher, dans le fond, tu vas avoir une ronde de qualif, une demi-finale, une finale. Fait que 3 courses, probablement en 3 jours, en 3-4 jours peut-être. Je pense qu'il va y avoir une demi-finale puis une finale. Je pense pas. Je suis pas certain, là, mais... Parce qu'il y avait déjà des qualifs pour se rendre là-bas, donc... Ah oui, OK. Ouais. OK. Puis autrement, pour ton entraînement, là, en dehors de la course, est-ce que tu fais de la muscu? Tu fais-tu d'autres trucs? Oui, ben l'entraînement de 400, ça se fait beaucoup en salle. Fait que des muscles d'haltéro, c'est à l'année longue, c'est 1 à 2 fois par semaine. Fait que ça s'ajoute à ça. Tu sais, j'ai un millage pas si élevé comparé à des gars de 1500, mais avec 2 grosses séances de muscu par semaine, ça rajoute quand même beaucoup d'entraînement. Ouais. C'est ça, OK. Fait que tu vas chercher ton nombre d'heures d'entraînement là, au lieu de courir, c'est ça que tu t'entraînes dans le gym. Oui. J'imagine que le setup à l'université doit être assez impressionnant, là, le gym là-bas, puis tout. Écoute, je dirais que l'Université Laval, il y a tellement de belles salles de muscu que c'était pas un gros step à aller là-bas. Oui, c'est magnifique les installations, mais c'est très comparable à l'Université Laval. OK, ouais. L'Université Laval, c'est comme, on dirait, c'est comme notre NCAA, genre c'est l'université de NCAA du Là, on rendait avec une salle de récupération, fait que honnêtement, ils s'en viennent très bien équipés pour faire compétition aux universités NCAA. Ouais. Ben, puis on le voit avec le monde qu'ils attirent, là, au final. Puis je voulais juste savoir, toi, est-ce que tu es toujours coaché par Félix-Antoine Lapointe ou quelque chose, ou maintenant, est-ce qu'il continue à garder un œil, même si c'est tes coachs NCAA qui donnent des entraînements? Comment ça fonctionne ton coaching? Dans le fond, c'est compliqué un peu. C'est mon coach attaché à Québec, mais c'est pas lui qui me donne mes entraînements actuels. Je suis la planif des coachs de Penn State. Pendant l'été, c'est vraiment une saison morte. Fait que j'ai pas vraiment de planif exact à suivre. Fait que Félix, c'est mon coach d'attache. C'est surtout pour lui, on garde contact puis on prépare mon retour. Parce que Félix-Antoine Lapointe. Félix-Antoine Lapointe, oui. On prépare mon retour tranquillement. Puis, tu sais, ça va t'avoir rendu là. Ouais. Puis, vous avez pas de cross à NCAA ou... Oui, il y a les crosses. Ce qui s'en vient, il y a déjà des gars avec qui je m'entraîne, ils commencent déjà à s'entraîner les crosses. Puis même, ils ont commencé, je pense, il y a 1 mois et demi. Là. C'est vraiment un long build-up pour eux. Ouais, c'est eux qui sont vraiment plus spécifiques cross, j'imagine. Les coureurs de 800, certains d'entre vous vont se joindre à l'équipe, mais
comme vous essayez d'être peut-être le 6e, 7e gars, genre, de l'équipe? Ah, même pas. Ils ont tellement beaucoup de gars de cross que les gars de 800, ça va être juste du build-up. Ça va être juste. On va faire les workouts avec eux, comme je faisais avec l'Université Laval, mais ça va être vraiment juste préparer la saison indoor parce qu'une fois qu'elle arrive, ben, c'est 4 à 5 mois intensifs avec des races à chaque semaine. Ouais. C'est juste d'avoir la meilleure shape possible pour janvier. Cool. Ouais. Ben, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment cool. C'est le fun d'interviewer des gens qui courent des distances différentes pour voir c'est quoi du 800 mètres. Puis on a appris plein de choses sur les bienfaits de l'alcool. C'est très théorique. Là, on s'entend, on ne fait pas de suggestions à quiconque. Surtout si vous êtes aux États-Unis, en bas de 21 ans, c'est pas permis. Selon l'État. Puis c'est ça. Mais c'est ça. On ne fait aucune suggestion, mais écoutez, vous pouvez écouter. Puis on en laisse beaucoup. Quoi? Pardon? Oui, c'est ça. On en laisse beaucoup. Oui, c'est ça. Il y en a assez à prendre ou à laisser. Faites vos propres tests. C'est ça. C'est ça. Ou pas, vous n'êtes pas obligé non plus, OK? Mais bref, c'était super cool, super intéressant, super sympathique. Ouais, merci beaucoup pour ton temps. Puis on va te souhaiter bonne chance dans tes prochaines compés. On espère te voir continuer d'abaisser tes chronos dans les prochains mois, dans les prochaines années. On aime bien te nommer dans nos épisodes de nouvelles. C'est le fun. Merci d'avoir reçu. Ouais, le plaisir est pour nous. Puis sur ce, bonne course. Bonne course, merci. Merci.